Alors, je pense que la guerre dans l'espace cyber, elle a déjà commencé. Les Russes ont attaqué plusieurs pays, plusieurs États baltes en attaquant leurs moyens de communication, leur système bancaire, etc. Donc en fait, la guerre dans le monde cyber, elle existe déjà et elle est déjà lancée. Moi, j'ai un centre d'opération qui H24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, travaille et puis écoute ce que font les Russes. Quartier libre. Aujourd'hui, je rencontre un général qui commande la brigade de renseignement et cyberélectronique. Les grandes oreilles, les interceptions, les cybercombattants de l'armée de terre, c'est lui qui les commande. On va parler de cette guerre qui a lieu en ce moment même, la bataille du renseignement et du cyber. Mais avant ça, je voudrais vous remercier parce que vous êtes déjà des dizaines de milliers à avoir vu les premiers épisodes de ce podcast, un soldat qui pose des questions à des leaders civils et militaires. Je ne peux que vous encourager à continuer, à liker, à commenter, à vous abonner à mes réseaux sociaux, je les mets en description. Merci à tous. Et maintenant, le quartier libre du général Tassel. Merci mon général. Bonjour. Mon général, quel est votre métier ? Alors moi, mon métier, c'est de récolter du renseignement sur l'ennemi. Et qui est cet ennemi ? Alors en fait, on a l'ennemi qu'on a depuis quelques années, qui sont les groupes djihadistes, dans le cadre de nos opérations de contre-terrorisme. Et puis on a aussi un ennemi qu'on a depuis longtemps, qu'on appelle politiquement nos compétiteurs stratégiques, qui sont principalement aujourd'hui les Russes, les Chinois et les Iraniens. Face à cet ennemi, l'ensemble des personnels de la brigade, eux, leur spécialité, c'est de renseigner, donc acquérir du renseignement et ensuite l'analyser pour comprendre ses intentions. Oui, c'est exactement ça. En fait, alors, il n'y a pas que la brigade de renseignement et de cyberélectronique qui fait du rense dans les armées, il y a aussi pas mal d'autres composantes. Mais moi, les hommes et les femmes que j'ai sous mes ordres, c'est leur métier. Voilà, c'est acquérir du renseignement. Donc, en fait, dans le renseignement, on a à la fois les gens qui captent le renseignement, ce qu'on appelle les capteurs, et puis les analystes qui font tout le travail ensuite d'interprétation, de manière à donner un produit fini aux chefs militaires et à nos grands décideurs. Sur la partie captation, pour que tout le monde comprenne, le renseignement, on a du renseignement d'origine image, on dit le ROIM, du renseignement d'origine humaine, le ROHUM, et du renseignement d'origine électromagnétique, le ROM. Là, dans la brigade, est-ce qu'on fait les trois types de renseignement ? Alors, dans la brigade, on fait deux types de renseignement, du renseignement d'origine électromagnétique et puis du renseignement d'origine humaine. Le renseignement d'origine imagerie était avant à la brigade, il a été versé dans une autre brigade qui est la brigade d'artillerie. Après, il y a aussi d'autres types de renseignements qui sont un peu plus détaillés. Vous avez ce qu'on appelle le renseignement en source ouverte, le ROSO, qui, en fait, avec tous les réseaux sociaux, tous les sites internet, etc., ou les discussions sur ces réseaux, on peut acquérir du renseignement. Vous avez aussi du renseignement d'origine radar, etc. Voilà. Donc, en fait, le renseignement, c'est vraiment un sujet qui est très, très vaste. Le renseignement réseaux sociaux, vous en faites dans la brigade ? Oui, on fait du renseignement, alors en fait, pas que dans la brigade, mais on fait du renseignement, ce qu'on appelle en source ouverte, en fait, qui permet, avec tous les réseaux sociaux, les sites internet, tous les blogs, etc., tout ce que vous trouvez sur la toile, d'acquérir du renseignement ou de confirmer du renseignement qu'on a acquis par des sources plutôt militaires. Nous, donc, notamment tout le renseignement en source ouverte, les vidéos qu'on voit de soldats ukrainiens ou de soldats russes au combat, tout ça, c'est récolté, analysé par des hommes et des femmes de la brigade. Tout ça, c'est récolté, analysé par des hommes et des femmes qui ont parfois besoin, qui s'appuient parfois sur vous avez des tas de blogs civils qui font la même chose, qui recueillent, analysent, etc. Ouais. Voilà. Donc en fait, dans le cadre du renseignement en source ouverte, il y a un certain nombre de capacités, de moyens. Vous avez des logiciels qui vous permettent de savoir, par exemple, quel est le premier site Internet qui a sorti l'information, donc et celui qui a la source, parce qu'après, ça peut être repris par extrêmement d'autres sites. Et en fait, nous, ce qu'on a besoin, c'est d'aller au plus vite à la source première de l'information. Je suis obligé de vous poser la question parce que tout le monde en parle en ce moment. Il y a des intelligences artificielles qui sont utilisées pour l'agrégation et l'interprétation de ces données. Oui. En fait, les armées comme d'autres, on est vraiment à fond, on est rentré dans le monde de l'intelligence artificielle. Ça permet d'accélérer, par exemple, le traitement d'un certain nombre de données. Je prends l'image, par exemple, au lieu, autrefois, un analyste image, il était obligé de regarder, par exemple, une photo satellite
millimètre par millimètre pour voir ce qui avait bougé. Maintenant, vous avez de l'intelligence artificielle qui vous fait ça pour vous et qui vous détecte les anomalies, ce qui permet à l'être humain ensuite d'aller vérifier si ce sont des vraies anomalies ou c'est par exemple un véhicule ou un avion a bougé de son emplacement ou est arrivé sur une zone. Donc vous avez réussi à automatiser tout ça et tous les comportements un peu anormaux que vous voyez sur votre cartographie. Une fois que l'information arrive, vous la donnez à qui? Alors moi, mon métier, c'est donc de la récupérer, cette information, ensuite de l'analyser. On a un certain nombre de centres de renseignement au sein de l'armée de terre qui sont en réseau. Et une fois que j'ai analysé ce renseignement, moi, je fais remonter tous ces renseignements, alors soit à la direction du renseignement militaire, qui est l'organisme au niveau des armées qui gère le renseignement de toutes les armées au profit de nos grands chefs, soit quand je suis engagé en opération sur le terrain, je donne ce renseignement au chef militaire qui commande sur le terrain les troupes françaises qui seront engagées. Quelle est la différence entre le renseignement que va acquérir par exemple la DGSE, qui est bien connue du grand public, la Direction générale de la sécurité extérieure, et vous, le renseignement militaire? Alors la DGSE, elle fait plutôt du renseignement d'ordre stratégique. Grosso modo, elle est là pour informer le président de la République, les grands décideurs sur ce qui peut se passer dans le monde ou quelle peut être la réaction de grands pays. Moi, mon métier, c'est prioritairement de faire du renseignement d'ordre tactique. C'est-à-dire que si demain, la France s'engage en opération avec un général qui va avoir à sa tête, qui va commander 20 000, 30 000, 60 000 hommes, moi, mon boulot, c'est de lui dire, voilà, en face de vous, vous avez tel général rouge, par exemple, qui a tant d'unités, qui va pouvoir faire ça, voilà, c'est ses faiblesses, ses forces, il pourrait passer par là. Voilà. Donc moi j'ai deux types, je travaille un peu sur deux types de renseignements. Ce renseignement via mes centres qui va remonter à l'échelon central, et puis quand je suis engagé en opération, ou quand mes hommes et mes femmes sont engagés en opération, eux ils vont plutôt regarder le renseignement de leur tactique pour dire, ben voilà, en face vous avez une brigade de chars rouges qui va plutôt passer par la gauche ou par la droite, et l'objectif c'est de l'empêcher de passer. Alors que, pour donner un autre exemple, la DGSE va plutôt parler d'une déstabilisation d'un pays ou un prochain déclenchement d'une guerre ou d'une invasion. Oui, Vous, voilà. derrière, c'est le mouvement des troupes adverses, quoi. Oui, voilà, moi c'est vraiment, je me concentre sur les troupes adverses, même si au quotidien, en permanence, via mes centres de renseignement, je travaille au profit du niveau stratégique pour les armées. Il y a tout ce bruit que vous récoltez, il est coordonné avec tous les autres services de renseignement. Oui, en fait, vous avez au niveau national un coordinateur du renseignement dont le métier, et c'est ça, c'est de coordonner l'ensemble des acteurs à la fois militaires et civils. En fait, pour les armées, c'est la direction du renseignement militaire qui agrège l'ensemble des renseignements qui proviennent de l'armée de l'air, de la marine, de l'armée de terre, etc. Et puis, vous avez aussi du renseignement qui provient du monde civil, qui provient de la DGSI, qui provient du Quai d'Orsay, etc. Donc la DGSI, voilà. la direction plutôt sécurité Oui, intérieure. pardon, la DGSI qui dépend du ministère de l'Intérieur, etc. Les douanes remontent du renseignement, etc. Enfin, le renseignement, c'est vraiment quelque chose de très très vaste qu'on trouve à la fois au niveau mili, puisque ça c'est mon métier, et puis à la fois aussi dans le monde civil. Et puis tout le monde fait du renseignement, parce que quand vous allez sur Internet pour regarder quel itinéraire prendre pour aller de chez vous jusqu'à votre prochain rendez-vous, vous faites un peu de renseignement. Est-ce que vous croyez que justement les gens qui vont sur Internet et qui peuvent être des capteurs, c'est des proies aujourd'hui pour des renseignements ennemis? Alors, je pense qu'il faut toujours faire très attention à ce qu'on met sur les réseaux sociaux, parce qu'on le voit, il y a plein d'exemples, hein, qu'on soit militaire ou civil, en fait, on n'est pas les seuls, les Français, à faire du renseignement, par exemple, sur les réseaux sociaux. Je pense que toutes les armées du monde le font, et c'est une mine qui est presque inépuisable de renseignements, sur lequel on peut recouper, acquérir du renseignement, recouper avec les moyens militaires qui sont beaucoup plus fins, plus techniques, mais c'est quand même une source non négligeable aujourd'hui. Les hommes et les femmes de la brigade dont vous avez parlé tout à l'heure, ils ne sont pas que en métropole à écouter grâce à leurs antennes à l'autre bout du monde, il y en a aussi sur le terrain. Oui, il y en a qui sont projetés en opération, donc principalement aujourd'hui les deux grosses zones de déploiement opérationnel de l'armée de terre, ça reste toujours un petit peu l'Afrique, même si on a retiré pas mal de monde, et puis c'est ce qu'on appelle maintenant le flanc Est, hein, puisque depuis février 2022, la guerre est revenue en Europe, elle y était déjà un peu présente depuis 2014, mais depuis la tentative d'invasion des Russes en Ukraine, on a vraiment réorienté une très grosse partie de notre dispositif, et notamment de notre dispositif renseignement, sur ce qu'on appelle le flanc Est, donc principalement des pays comme la Roumanie, l'Estonie. Est-ce que c'est cette déstabilisation récente internationale qui a amené la réorganisation du groupement et sa création en 2024? Alors, en fait, on avait déjà anticipé depuis pas mal de temps la remontée en puissance des Russes. Voilà. En fait, c'est pas quelque chose qui s'est déclenché pour les armées en février 2022. On avait déjà pressenti ce qu'on appelle des signaux faibles, hein, une volonté russe de faire quelque chose. Et on avait commencé petit à petit, depuis 5-6 ans, à réorienter nos capteurs
Je ne vais pas vous dire qu'on n'a pas été surpris lorsque les Russes ont attaqué l'Ukraine. On pensait qu'ils avaient la possibilité d'y aller, mais qu'ils ne s'engageraient pas parce que le coût serait trop élevé. Le président Poutine en a décidé autrement. Mais voilà, on avait déjà depuis quelques années commencé à réorienter nos capteurs et à se réintéresser à ce qui était pour les armées françaises la menace principale avant la chute du mur de Berlin et l'effondrement du pacte de Varsovie. Sans parler de l'opération russe, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de signaux faibles qui peuvent indiquer ces basculements ou ces grands changements Par exemple, les Russes font très régulièrement des grands exercices, Oui. notamment par exemple en Biélorussie, ils font des exercices de montée en puissance assez réguliers de leur arsenal nucléaire. Voilà, donc c'est des choses qu'on essaye de suivre. Plus vous en avez, plus ça veut dire que l'ennemi se prépare à quelque chose. Vous avez eu les actions du groupe Wagner, par exemple, pendant de longues années, hein, qui ont à la fois en Afrique mais aussi en Europe, ont soutenu les forces russes. Voilà. Et puis après, vous avez plein de petits détails très techniques qui vous permettent de se dire qu'il va se passer quelque chose. Vous avez un exemple typique, qui est l'activation de la chaîne du sang. Donc à partir du moment où vous activez la chaîne du sang, c'est-à-dire que vous commencez à mettre des hôpitaux de campagne dans lesquels vous faites des prélèvements de sang sur vos soldats, Oui. ça veut dire que vous êtes à la fois en exercice parce qu'il faut bien s'entraîner, mais que si en plus vous cumulez ça avec des stocks d'obus réels, par exemple, et pas que des obus d'exercice, Oui. vous pouvez vous dire en remettant ces signaux faibles que tout compte fait, tiens, l'ennemi est peut-être en train de se préparer à faire quelque chose. Donc par exemple, l'activation d'une chaîne de médecins, toutes Oui. choses égales par ailleurs, ça peut être un signal. Oui, alors bien sûr, dans tous les exercices, et nous les premiers, dans tous les exercices, on déploie ce qu'on appelle nos équipes médicales, etc., pour qu'elles s'entraînent avec nos soldats. Mais à partir du moment où vous commencez à amener des vraies poches de sang sur le terrain, voilà, que vous commencez à monter des vrais hôpitaux de campagne avec beaucoup de personnel, etc., vous commencez à activer toute la chaîne de récupération des blessés, qu'on simule ou qu'on joue en exercice. Mais quand vous le faites à une échelle assez importante, ça fait partie des signaux faibles avec, pour nous, les interceptions électromagnétiques avec un certain nombre d'échanges de messages voilà, qui permet de se dire, tiens, ça bouge en face. Voilà, en fait, et à la fois, vous pouvez le suivre dans les exercices. Donc, c'est ce que font. En fait, on suit assez très souvent les exercices que font les Russes et on essaye de déceler les signaux qui vont permettre de nous dire, mais en fait, là, c'est un peu plus qu'un exercice. Même si c'est très compliqué et pas très simple, et que c'est très facile de refaire l'histoire après, de se dire, ah mais en fait oui, on avait bien vu qu'il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Sur le coup, beaucoup plus compliqué. Le métier du soldat de renseignement, en temps et en guerre, finalement, il est le même. Est-ce que les temps de la guerre et le temps de la paix ne sont pas mêlés pour un soldat du renseignement? Alors, ça c'est un peu ce qui se passe, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on appelle, en fait, on est déjà on n'est pas en guerre, mais on est en phase de compétition, ce qu'on appelle, en fait, où il y a plus, ça n'existe plus, cette phase de temps de paix où il ne se passe rien, et cette phase de temps de guerre où voilà, on est engagé dans des opérations majeures. En fait, on est maintenant dans une sorte de continuum où en fait, il y a en permanence entre les États, on le voit avec les Chinois, les Russes, les Américains, il y a en permanence une compétition qui peut être dans le monde économique, mais aussi dans le monde militaire, et qui fait que, en fait, nous, il n'y a plus vraiment de se dire, tiens, on est en temps de paix, tiens, on va basculer en temps de guerre. Et c'est un peu le cas de mes hommes et mes femmes. On est en permanence, soit en opération, soit à se préparer, soit au quotidien, on est en train de suivre ce que font les Russes en face, notamment en Ukraine. Ça me fait penser à la phrase qu'a dit récemment le ministre de la Défense, Sébastien Lecornu. Il dit « On n'est pas en guerre, mais on n'est plus en paix ». Les hommes et les femmes du renseignement, ils étaient déjà dans cette posture un peu hybride. Oui, les hommes et les femmes du renseignement, en fait, ça fait depuis des années que, en fait, au réel, au quotidien, ils écoutent. Par exemple, si on prend les gens qui écoutent ou qui suivent les réseaux russes ou qui suivent le monde russe, depuis, ça fait oui, une bonne dizaine d'années qu'on est en opération permanente. Moi, j'ai un centre d'opération qui, H24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, travaille et puis écoute ce que font les Russes. Comme citoyen, là je retiens ma casquette de militaire, on a l'impression qu'il y a des choses qui se passent et qu'on a changé d'époque, on a changé d'ordre international. Qu'est-ce qui change pour les hommes et les femmes du renseignement? Qu'est-ce qui change dans notre posture? Alors, ce qui a changé, c'est qu'on a pendant de longues années, parce qu'on menait des opérations, ce qu'on appelle de contre-insurrection en Afrique, on était très tourné sur tout ce qui se passait en Afrique. On suivait principalement et beaucoup les groupes djihadistes, voilà, puisque c'était la menace auquel la France était confrontée, et puis c'était la menace auquel nos soldats faisaient face quand ils étaient déployés en opération. Aujourd'hui, on a vraiment réorienté notre dispositif vers l'Est,
parce qu'on pense, et nos hommes politiques en sont persuadés aussi, que la menace, elle vient plutôt de ce côté-là maintenant. Voilà. Donc on a vraiment un peu réorienté nos capteurs, ce qui intellectuellement est aussi, c'est pas la même chose de travailler sur un groupe djihadiste d'une centaine de personnes avec une multitude de groupes djihadistes sur un ennemi étatique comme les Russes, avec une vraie armée qui est ce qu'on appelle à parité, c'est-à-dire qui a grosso modo les mêmes moyens que nous, en termes d'avions de chasse, en termes de feu, en termes de moyens de renseignement, etc. Sur ces moyens, est-ce qu'il y a une sorte de course aux armements sur la partie captation technologique? Alors en renseignement, il y a toujours eu une course aux armements parce qu'il faut rester à la pointe de la technologie et de plus en plus, mais on en reparlera peut-être, la technologie est un peu au cœur de ce système, même si ce qu'on appelle le renseignement d'origine humaine reste très prégnant. Hein. C'est pas parce qu'on est dans un monde très technologique que le renseignement d'origine humaine a disparu. En revanche, c'est vrai qu'en termes de technologie, on le voit avec l'explosion du monde cyber. En fait, moi, si je prends les gens de chez moi qui font ce métier, avant, on écoutait ce qu'on appelle le signal. Ce sont les ondes électromagnétiques. Et en fait, on se rend compte que de plus en plus, ces ondes électromagnétiques, elles se fondent dans l'informatique, dans ce qu'on appelle le langage IP, etc. Avant, il fallait juste des gens pour écouter. Maintenant, il faut des gens pour coder, pour faire des algorithmes, etc., de manière à accélérer le traitement de l'information, et notamment d'un renseignement qu'on puise de plus en plus dans le monde du cyber. Donc là, dans la brigade, je comprends qu'il y a des soldats qui codent, qui sont des passionnés, des spécialistes de l'informatique, qui connaissent tous les langages de code, en fait, ce qu'on dit vulgairement, des geeks, des nerds. Comment c'est de commander des soldats qui sont aussi ces ingénieurs de l'informatique, ces nerds, parfois des hackers? Alors en fait, on les commande comme on commande les autres. En fait, il y a pas, en fait tout ça, il n'y a pas ceux qui sont uniquement sur le terrain, ceux qui font du codage. Souvent, les gens, ils ont fait les deux métiers, etc. D'ailleurs, c'est bien d'avoir fait les deux métiers. En fait, on les commande de la même façon que quelqu'un qui va sur le terrain. Enfin, il n'y a pas de différence. Alors, dans les armées, on les appelle pas des hackers. Hein. Ça, c'est vraiment un métier du monde civil. Mais effectivement, j'ai une partie de mes personnels qui font grosso modo ce que fait un hacker, c'est-à-dire essayer de casser et de percer les réseaux et le monde cyber de l'ennemi ou de l'adversaire. Mais j'imagine que il y a ceux que vous formez dans les armées, mais il y a aussi des hommes et des femmes que vous allez recruter dans le civil qui ont déjà ces compétences. Est-ce qu'on les recrute comme on recrute un soldat d'infanterie? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose des dispositifs un peu différents? Alors on ne lui demande pas forcément la même chose. C'est-à-dire qu'effectivement, un combattant de l'infanterie, il a besoin d'être physique parce qu'il va passer beaucoup de temps sur le terrain. Puis la mission qu'on va lui demander au bout du bout, c'est d'aller reprendre la tranchée en face. Voilà, nous, on peut se permettre de recruter des profils un petit peu différents. Alors, on a une expérimentation en cours qui s'appelle le B2RS, donc c'est un nom un peu compliqué. En fait, ce qu'on essaye de faire, c'est de recruter des gens directement du monde civil. On leur donne un tout petit vernis militaire de 4-5 jours, de manière à ce qu'ils connaissent les grades, qu'ils soient capables de porter un treillis. Mais en fait, l'objectif, c'est de les prendre. C'est principalement des étudiants, de les prendre et de les mettre tout de suite, par exemple, devant des écrans d'ordinateur pour faire du renseignement de source ouverte, faire du codage, etc., de nous faire des algorithmes, de faire de la traduction de langues vraiment particulières. Voilà. Donc on essaye, mais je pense que ça, c'est pas uniquement lié au RANS, même si on est très friand de ce genre de profil. C'est un peu, les armées font feu de tout bois pour recruter et on diversifie vraiment nos modes de recrutement, on est beaucoup plus souple, je pense qu'on l'a été. Voilà. Donc moi, je peux recruter effectivement des gens qui proviennent directement du civil, formés dans le civil à ces métiers et auxquels on donne un vernis rapide, de manière à pouvoir les utiliser tout de suite. Surtout que notre jeunesse, elle veut tout de suite être employable. Si on lui dit, bon, bah, ok, on va te recruter, mais tu commenceras ton métier que dans un an et demi, parce qu'avant, il va falloir te former, pas toujours très simple. Alors que si on lui dit, bah voilà, on te recrute et dans 10 jours, tu es à poste pour commencer à travailler, je pense que on avance pas mal. Question un peu cliché, romantisme de cette figure-là. Est-ce que vous allez chercher des pirates ou des mecs qui se sont illustrés, des tout jeunes, et on en fait des corsaires, on en fait des hackers militaires qui servent le drapeau? Ça peut arriver, c'est pas forcément la règle. Nous, voilà, moi je reste une unité militaire. Je pense que c'est plus le ministère de l'Intérieur ou la DGSE qui recrute des profils comme ça. Moi, je cherche quand même à recruter des gens que je vais être aussi quand même capable de déployer sur le terrain. Mais effectivement, j'ai des gens qui sont passionnés par ce métier. Et dont certains sont des geeks et leur week-end continuent à travailler, à inventer ce qu'on appelle beaucoup chez nous des zoubinettes. Qu'est-ce que c'est? Une zoubinette, c'est tout ce qui peut vous permettre de trafiquer un peu des trucs. Je vais prendre un exemple. On a des gens qui sont fanats de l'écoute du signal. Donc, vous savez, les cibistes ou les radios amateurs. En fait, des radios amateurs, il y en a partout dans le monde.
Maintenant, il y a des sites internet spécialisés où les radioamateurs du monde entier enregistrent des choses, les mettent sur leur site internet. Ben, moi, j'ai des gens qui sont passionnés de ça, qui vont sur les sites internet qu'on trouve, voilà, et puis qui captent des signaux, qui les démodulent, qui les travaillent avec des petites zoubinettes et qui, comme ça, font du renseignement parce que ça permet de capter plein de choses partout dans le monde. Ça me fait penser, on ne parle pas souvent du métier militaire comme un métier passion, on en parle plutôt comme d'un métier mission, mais dans mon régiment aussi, alors sur un autre créneau, on a des gars qui adorent tout ce qui est drone, robotisation, et en effet, le week-end, quand ils sont en QL, quand ils sont à quartier libre, quand ils sont en permission, ils vont bidouiller, ils fabriquent des trucs avec des imprimantes artificielles, et tout ça, c'est une richesse énorme pour les armées. On s'est vraiment mis dans cet état d'esprit de pionniers, d'innovation. Ça, c'est nouveau dans les armées? Alors, je ne pense pas que ce soit nouveau. Je pense qu'on le redécouvre un petit peu parce que c'était déjà le cas si on prend la Première Guerre mondiale. La Première Guerre Ouais. mondiale, il y a énormément d'inventions qui ont eu lieu pendant cette guerre par des gens qui étaient transmetteurs. Enfin, on a créé les transmissions, on Ouais. a créé la guerre électronique. Il y a plein de choses, voilà, parce que les gens confrontés à un problème essayent de le résoudre par eux-mêmes. Donc là, c'est un peu ce que nous demande notre grand chef, c'est-à-dire d'avoir un esprit pionnier, parce qu'en fait, les choses vont tellement vite que si on attend des grands programmes d'armement, etc., ben, ça prend du temps. Alors qu'en fait, il y a plein de choses qu'on peut résoudre très rapidement. Je prends un exemple. On vient de faire un gros exercice qui était l'exercice Diodore dans les camps de Champagne, hein, qui était l'objectif, c'était vraiment de voir comment on peut aller frapper l'ennemi dans la grande profondeur, donc 50, 500 km, etc. Nous, on avait, on avait un problème de faire travailler ensemble un certain nombre de systèmes d'information. Et ben, en fait, j'avais une vingtaine de gens qui étaient à ce qu'on appelle la strike cell, qui est la cellule feu, c'est-à-dire qui étaient là pour récupérer le renseignement et y appliquer des feux, donc désigner quel vecteur, quelle pièce d'artillerie allait tirer, etc. Ils étaient confrontés à un problème de multiplication de systèmes d'information. En fait, ils se sont mis, il y avait 4 qui savaient coder. Bon, ben, ils s'y sont mis, je leur ai dit, bah, moi, vous avez un problème, mais démerdez-vous. Vous avez 3 jours pour régler le problème. Donc voilà, donc on a, bon, j'avais de la chance, j'avais un de mes subordonnés qui était polytechnicien, donc qui aimait coder. Ça aide. Quelqu'un sortait d'un master d'intelligence artificielle, etc. Et puis vous vous rendez compte que vous avez des gens qui font ça le week-end parce qu'ils sont passionnés d'informatique, etc. Et donc ça nous permet, et on a cette richesse, je pense pas qu'uniquement dans le RANS ou en parlant du cyber, mais on a un peu cette richesse dans tous les métiers. Moi qui ai commandé un régiment d'infanterie parachutiste, bon, ben, des gens qui faisaient de l'innovation, j'en avais aussi, et pourtant c'était des fantassins et pas forcément des geeks. Et en fait, dans tous les métiers, alors c'était plus tourné sur comment je vais améliorer mon fusil, voilà. Mais on a, je pense, dans les armées, à partir du moment où on laisse la possibilité aux gens de s'exprimer, voilà, qu'on ne les bride pas, qu'on leur dit, OK, il y a un problème, réglez-le. Je pense que là, on a vraiment des pépites. Dans mon régiment, c'est pareil, c'est des militaires du rang, des sous-officiers. Ils sont sapeurs, donc ils s'occupent des mines, des explos, et ils fabriquent, ils bidouillent des robots pour aller soit lever des mines qui bloquent le passage, ce genre de choses. Là, sur l'exemple que vous avez donné, l'exercice, alors vous avez dit dans la grande profondeur, ça veut dire derrière les lignes ennemies, en fait, aller frapper derrière Oui. les lignes ennemies. Ils ont réussi à raccourcir, avec la bidouille et le codage dont vous avez parlé, ils ont réussi à raccourcir le délai entre capter un signal électromagnétique qui est émis par une section ennemie et le bombardement en fait immédiat de cette Oui, unité, c'est quoi. ça. Alors, en fait, nos objectifs, ce n'était pas la section, puisque, en fait, quand on parle de Oui, profondeur, c'est plutôt c'est les centres c'est vous mon voyez, niveau, voilà, mais c'est le pas le travers. vôtre. C'est plutôt les centres de commandement ennemis, les plots logistiques, les zones de regroupement d'unités, les zones de ravitaillement de carburant, etc. Ce qu'on appelle les capacités de feu dans la profondeur, donc les capacités, par exemple, missiles de l'ennemi, ou ses capacités de défense solaire, parce qu'en fait, si on veut aller le taper, le détruire très loin dans la profondeur, il faut déjà passer l'ensemble des défenses solaires, donc il faut plutôt détruire ces défenses solaires. Voilà, donc moi, mon métier, plus que de m'occuper des sections et des compagnies d'infanterie qui sont sur la zone de contact, c'est vraiment d'essayer d'aller identifier ce qu'on appelle les cibles à haute valeur ajoutée qui sont dans la Ouais. profondeur du dispositif ennemi. Et c'est Donc, là-dessus qu'est ma plus-value. et un polytechnicien ou un militaire du rang fanat informatique, seul derrière son clavier, en fait, il peut avoir un rôle aussi déterminant pour la guerre que de raccourcir le délai entre une captation électromagnétique et derrière le En fait, bombardement d'une en cible de fait, haute il valeur. concourt à raccourcir ce délai. C'est-à-dire que l'objectif, c'était ça, c'était vraiment de pouvoir, entre le moment où j'identifie une cible, par imagerie, par interception électromagnétique, par observation humaine, et le moment où je vais la détruire, le délai soit le plus court possible. Et en améliorant, en codant un certain nombre de choses, en fait, on arrive à accélérer la prise de décision. Et puis en parallèle,
on décide à la fois d'être sûr que la cible est la bonne et que les coordonnées sont bonnes, d'être sûr qu'on peut tirer parce qu'on a des règles d'engagement du feu, on ne fait pas n'importe quoi non plus en opération, et qu'on y affecte telle pièce d'artillerie ou tel hélicoptère ou tel avion de chasse qui va pouvoir détruire la cible. Donc le spécialiste cyber, il a quand même là un enjeu, un impact qui est énorme sur le terrain. Est-ce qu'on peut dire que dans les guerres du 21e siècle, ça va pas devenir plus important, cet homme-là, que l'infanterie avec ses fusils? Je provoque, Alors, mais en fait, ça va devenir aussi important. Ça va pas devenir plus important. Et si on prend, alors après, tous les conflits sont différents, mais si on prend le conflit dont tout le monde peut voir à la télé au quotidien, c'est l'Ukraine. En fait, l'Ukraine, on est à la fois sur du très technologique, c'est ce qu'on fait, hein, les combattants cyber, etc., l'analyse des réseaux, aller taper l'ennemi dans ses réseaux d'infrastructures, etc. C'est ce qu'on fait. Et à la fois, on le voit, il faut aller prendre la tranchée d'en face et se battre à la baïonnette, au couteau et quasiment à main nue. Voilà, donc on est à la fois dans un monde où ça reste très rustique, et il faut rester très rustique, il faut être capable de faire preuve de toute technologie. Donc nous, on parle d'être capable d'être toute technologie et de passer à une frugalité, notamment une frugalité numérique. Le jour où on coupera tous les réseaux sociaux, il n'y aura plus de GPS, etc., il faut pouvoir continuer à travailler à la carte, écrire des ordres et les donner via des estafettes, enfin des gens qui vont aller porter le message, des etc. messages. Voilà, donc il y a vraiment, il faut être capable à la fois d'utiliser les avantages que vont nous apporter la technologique et être aussi du jour au lendemain capable de passer et de revenir à des savoir-faire très basiques qu'on apprend et qu'on continue à apprendre au sein des armées. Ça, c'est une mission qui est très compliquée parce que à la fois, il faut être très bon dans la technologie et pouvoir s'en passer. Il y a presque un. Parfois, je me demande si c'est possible. Moi, je Ouais. pense que c'est possible. En fait, on le voit. En fait, d'abord, on le sait parce que nous, on le met en œuvre assez régulièrement, et puis on le voit avec nos compétiteurs stratégiques, hein. Ils sont capables de faire plein de choses, hein. Je vais vous prendre un exemple. Sur la ligne du front ukrainienne, il y avait beaucoup d'échanges radio, etc. Donc nous, on avait beaucoup d'interceptions. Du jour au lendemain, où la ligne de front s'est figée, qu'est-ce qu'ont fait les Russes et les Ukrainiens? Ils ont retiré du fil, hein, Mhm. comme dans les films, vous savez. Là, allô, j'appelle la ligne de front, etc. Bon, ils ont retiré du fil. C'est des savoir-faire basiques. Et à partir du moment où vous tirez un fil, vous n'avez plus d'émissions électromagnétiques. Et donc, nous, on ne peut plus intercepter l'ennemi. Où il faut utiliser d'autres moyens, notamment ce qu'on faisait pendant la guerre de 14, c'est-à-dire brancher ce qu'on appelle des pinces crocos sur les câbles pour écouter directement les câbles. Voilà, mais donc tout Donc des ça, moyens humains là. des Nous moyens sommes sur humains. le terrain. Donc là, donc voilà, je pense qu'on est capable de passer du tout technologique à une frugalité technologique. Et d'ailleurs, on le voit bien, si vous avez des enfants, quand la box Wi-Fi tombe en panne, ils font autre chose. Et donc, je pense qu'on en est capable aussi. Ouais. Vous croyez que c'est possible que une guerre ait lieu uniquement dans l'espace cyber? Alors, je pense que la guerre dans l'espace cyber, elle a déjà commencé. En fait, on a assez d'exemples pour voir. En fait, vous l'avez à la fois dans le monde civil et dans le monde militaire. Vous avez tous les rançons. Vous avez un Oui. certain nombre d'hôpitaux qui sont attaqués, etc. Ça, c'est une guerre dans le monde cyber, hein. Donc, vous pouvez faire la même chose au niveau mili. Vous attaquez les réseaux militaires. Les Russes ont attaqué plusieurs pays, plusieurs États baltes en attaquant leurs moyens de communication, leur système bancaire, etc. Donc, en fait, la guerre dans le monde cyber, elle existe déjà et elle est déjà lancée. Et on le voit au quotidien. Vous avez tous des firewalls, etc. pour protéger votre ordinateur à la maison. Et, ça veut dire que vous avez en permanence des attaques et que nous, en tant qu'armée ou en tant qu'État français, on est attaqué par des compétiteurs stratégiques. On le voit tous les jours. À quel moment on considère que une attaque cyber devient une agression militaire, comme on peut imaginer une invasion du territoire? Est-ce qu'il y a une doctrine là-dessus sur le niveau d'attaque cyber Non, qu'on peut pas. non, malheureusement, non. Il y a pas de. D'abord, ce qui est très compliqué dans le cyber, c'est de définir qui vous a attaqué. En fait, Oui, voilà, c'est l'une des spécificités de ce monde-là, c'est que remonter à l'origine de l'attaque est très compliqué. Pourquoi? Parce que tous les hackers du monde entier et tous les gens qui sont dans le cyber, ils ont des VPN, donc ils ont des pare-feux, etc. Ils savent se délocaliser, ainsi de suite. Donc attribuer une attaque cyber, c'est déjà très compliqué. Ensuite, à ma connaissance, on n'a pas encore déterminé à quel niveau d'attaque cyber on déclarait la guerre. Voilà. Et c'est pour ça que c'est un monde à la fois qui est nouveau, qui reste ancien, parce qu'en fait, voilà, vous vous emparez d'une petite île, est-ce que vous attaquez tout le territoire ennemi? Est-ce que oui. en fait, on peut se considérer que cette petite île, voilà, donc mais il n'y a pas, à ma connaissance, il n'y a pas, notamment dans le cas du domaine cyber, d'un moment donné, on dit, bah non, là, ils ont franchi la ligne rouge, c'est l'attaque, voilà. Donc c'est ce qu'on appelle nous un peu, vous entendrez parler de ça souvent, notamment si vous discutez avec les forces spéciales, c'est ce qu'on appelle la zone grise. Hmm. C'est-à-dire qu'il y a le temps de paix,
qui n'existe plus. Hein. Puis après, il y a vraiment quand la guerre. Mais entre les deux, il y a toute une zone grise où on ne sait pas trop si on est sûr en compétition, mais à partir de quand on bascule de cette zone grise à la guerre, là, c'est très compliqué à le déterminer. Il y a un danger aussi, parce que j'imagine que des attaques sous fausse bannière peuvent être possibles. On déclenche une attaque, on fait en sorte informatiquement d'accuser telle ou telle puissance, Voilà, et c'est c'est ce que peut-être même font pas les eux. hackers en permanence, Ouais. c'est ce que font tous les gens qui sont dans le monde du cyber. L'objectif, c'est d'attaquer sans se faire prendre. Donc c'est vraiment ça le monde du cyber. Donc en fait, vous avez des tas d'artifices qui permettent de ne pas vous faire prendre, de ne pas être identifié, voire de repousser la faute sur quelqu'un d'autre. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'Afrique. Vous avez eu un commandement là-bas. Je trouve que c'était la Task Force Takuba, la première coalition de forces spéciales européennes. Donc il y avait des Hollandais, des Tchèques, des Italiens, des Français, des Suédois aussi. Moi, il se trouve que j'ai été déployé au sein de cette force en 2021. Vous avez pris le commandement en 2022. C'était pas l'OTAN, il n'y avait pas de commandement américain. Est-ce que c'était pas déjà une forme d'Europe de la défense? Et est-ce que la France n'avait pas raison trop tôt? Je ne sais pas si la France avait raison trop tôt, mais c'était effectivement le. Alors, ce n'était pas les prémices, parce qu'il y avait déjà eu quelques opérations européennes. Vous avez eu, par exemple, Atalante, qui a été l'opération de lutte contre la piraterie maritime au large de la Somalie, qui était une opération européenne. Mais c'est vrai que pour la première fois, en tout cas pour l'armée de terre, puisque c'était les forces spéciales de l'armée de terre, enfin non, pas que de l'armée de terre, parce qu'il y avait nos camarades marins et aviateurs, la France était nation cadre. Donc ça veut dire que la France a pris le lead d'une coalition composée dans le cadre de Takuba de forces spéciales européennes, mais c'était vraiment la volonté de la France de dire je prends le leadership sur des forces européennes. Donc c'était pas une mission de l'Union européenne, c'était pas une mission de l'OTAN, c'était une mission ad hoc, mais qui pourrait préfigurer ce qu'on pourrait par exemple faire en Ukraine, où la France ou la France avec d'autres pays prend le lead sur une opération qui est certes soutenue par l'OTAN, soutenue par l'Union européenne, mais qui n'est pas forcément une opération de l'Union européenne ou de l'OTAN en tant que telle. Donc là, c'était une opération, pour rappeler à ceux qui nous écoutent, de forces spéciales au sud Mali, l'Iptako et puis la région des Trois Frontières, donc pour attaquer des groupes terroristes. Vous avez été à la tête de cette task force. Comment c'est de commander des armées aussi différentes, des pays, des cultures aussi différentes? Quelles difficultés ça a pu représenter pour vous? Alors la mission première de la Task Force Takuba, c'était de monter en gamme les Maliens. Notamment, on essayait de créer des détachements particuliers de Maliens de forces spéciales pour être en mesure de prendre ce combat à leur compte. Alors en fait, il y a plein de difficultés de commander des unités alliées. Il y a quand même, dans le cadre de Takuba, il y avait un point principal, c'est qu'on était tous européens. Moi, c'est ce que j'ai ressenti, en dehors de toutes les difficultés dont je reviendrai après, mais ce que j'ai ressenti, c'est que certes, on est tous différents, on a tous des cultures différentes, parce qu'entre un Estonien et un Portugais, ou un Italien et un Français et un Suédois, c'est quand même pas du tout les mêmes cultures, mais il y avait un vrai point commun, c'est ce sentiment de se sentir européen. Moi, je l'ai vécu. Après, les difficultés, elles sont à la fois, surtout, souvent techniques. D'abord, moi, j'ai eu la chance de commander ces forces spéciales, et donc les forces spéciales développent quand même un peu, dans tous les pays, un peu les mêmes compétences, Ouais. hein, c'est quand même un peu le même état d'esprit. Après, vous avez toujours des difficultés techniques, on n'a pas les mêmes systèmes radio, par exemple, on n'est pas forcément interopérable sur ces systèmes-là, on n'a pas forcément la même organisation du commandement, voilà, mais en fait, tout ça, je pense que ça se gomme assez rapidement, assez facilement, d'abord parce que les gens sont débrouillards, et donc quand on a deux systèmes d'information, deux radios différentes, et ben on arrive à trouver une zoubinette qui permet soit de les faire communiquer, soit on met un détachement de liaison, c'est-à-dire quelqu'un qui fait la jonction entre les deux. Voilà, donc les problématiques techniques, on arrive à les résoudre. Et après, c'est ce que je vous disais, moi je pense qu'il y a un vrai état d'esprit, j'appartiens à l'Europe, je suis européen, et puis quand on a des forces spéciales, c'est quand même souvent un petit peu plus facile que quand on a des unités de ce qu'on appelle la conventionnelle. Et sur cette opération-là, est-ce qu'on peut dire qu'il y avait un leadership français? Oui, oui, il y avait un vrai leadership français. D'abord, la France était ce qu'on appelle nation cadre. Donc la nation cadre, c'est celle qui assure à la fois le commandement de l'opération, même si pendant un temps, cette opération elle a été commandée par un Suédois, hein, un officier suédois, parce qu'en fait, on avait décidé que ça serait un commandement qui serait interchangeable entre les différentes nations européennes. Donc ça a été des Français, mais il y a eu un Suédois qui l'a commandé. Et puis voilà, donc moi je vois, je vois pas trop de difficultés là-dessus. Je pense qu'on y arrive assez facilement. Je pose la question parce qu'on en parle beaucoup en ce moment et je me dis que ça peut intéresser les gens. Du coup, on est capable
en tant qu'Européens, de mener des opérations sans forcément l'appui de notre allié américain? Alors, on est capable, entre Européens, de mener des opérations. On est capable, nous, c'est ce que vous me demandiez, enfin, pour la France, d'être Nation 4. Nation 4, c'est quand même des contraintes. Ça veut dire que tout ce que les alliés que vous embarquez avec vous ne peuvent pas amener, la logistique, Oui, les moyens de transmission, les systèmes d'information et de commandement, etc., c'est à vous de les fournir. Donc, effectivement, quand on se compare, on se dit souvent, ben, l'armée française, on est une petite armée. Quand on se regarde vis-à-vis d'un certain nombre de nations européennes, on reste quand même une armée avec de grosses capacités. Moi, effectivement, je leur disais souvent, bon, désolé, beaucoup de ces forces spéciales avaient servi, par exemple, en Afghanistan sous commandement américain. Donc, voilà, oui. connaissaient les moyens pléthoriques qu'ont les Américains. Donc, je leur disais, bon, là, nous, attention, c'est la France. Ils me disaient, non, mais attendez, déjà, ce que vous, les Français, vous arrivez à faire, c'est énorme par rapport à ce que moi, mon pays, le Portugal, la Suède, l'Estonie, je serais capable de faire et de mettre en œuvre. Je fais le lien avec votre métier de renseignement. Quand j'étais dans la Task Force Takuba, je me souviens que je travaillais avec des spécialistes des explosifs, des engins, des mines, qui étaient tchèques, suédois notamment. Et une des premières difficultés qu'on avait eues, c'était le partage de l'information, parce qu'il y avait une tendance de chaque pays à surclassifier le renseignement qu'ils pouvaient acquérir. Et du coup, l'instinct n'est pas de le transmettre automatiquement aux camarades d'une même armée. Vous, c'est maintenant votre métier, le renseignement. Comment vous voyez cette question du partage? Alors c'est quelque chose qui n'a jamais changé et je pense ne changera pas malgré toutes les volontés qu'on a. D'abord le renseignement, d'abord il y a deux choses. Le renseignement c'est une classification. Donc en fait à chaque type de renseignement vous y attribuez un niveau de classification. Donc en fait l'autorisation à certaines personnes d'y avoir accès ou pas. Voilà le niveau de classification ça sert à ça. Et ce niveau de classification on a eu beau prendre le problème dans tous les sens. Il est très difficile à changer et on en a besoin parce que qui dit classification dit accès aux sources, comment on obtient le renseignement, par qui on a obtenu le renseignement. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a ces systèmes de classification. Et la deuxième chose qui, là, ne changera jamais, c'est que le renseignement c'est quelque chose qui est national. Voilà. Chaque renseignement Ouais. appartient à sa nation. Et donc, même si on est alliés entre nous, il y a cette volonté de garder sa chaîne nationale de renseignement. Donc, le renseignement, il est partagé, diffusé, etc. Mais avant d'être partagé, diffusé, il est traité et analysé par chaque chaîne nationale. Et chaque chaîne nationale va décider de ce qu'elle veut donner à ses alliés. Et ça, ça a toujours été le cas, et ça sera toujours le cas, même si on s'entend extrêmement bien. Voilà, je prends l'exemple des Suédois. On a eu ces 20 dernières années 4 grosses opérations de forces spéciales sous lead français. Les Suédois ont été présents à chaque fois. Donc ça, le grand public le connaît peu, mais les Suédois ont été présents à toutes nos opérations où on a engagé des forces spéciales. Donc c'est vraiment des alliés et on est très proche d'eux. Le renseignement, ça reste une chaîne et un outil national. Et donc, voilà, on ne donne pas tout et on analyse ce qu'on va donner à chacun de nos alliés. Et donc il y a du partage, là, qui est fait par le coordinateur du renseignement dont vous parliez, Oui. avec les alliés. C'est une En fait, négociation, en fait. oui, en fait, il y a du partage au niveau stratégique, il y a du partage, enfin, à tous les niveaux d'opération, il y a du partage. Sur le terrain, tactiquement, il y a aussi du partage. Il y a des organismes qui sont là pour dire voilà ce qu'on peut échanger avec nos alliés. Et puis, il ne faut pas être idiot. Si vous êtes en opération et que vous savez que l'unité d'à côté va se faire attaquer parce que vous avez récupéré du renseignement et que vous l'avez récupéré par un moyen dont votre camarade à côté ne sait pas forcément que vous avez ce type de moyen, bon, il y a quand même de grandes chances que vous lui dites fais quand même attention, demain soir il pourrait se passer quelque chose. Voilà, là on est quand même entre alliés, entre camarades. Ça m'amène au sujet du commandement, puisque là, c'était une expérience où vous avez eu à commander, coordonner des forces étrangères. Donc, on a vu commander la diversité, on va dire, Mm. culturelle et de nationalité. Là, vous êtes dans une brigade où vous avez des hommes et des femmes d'énormément de métiers différents aussi. Alors oui, donc Alors moi, j'ai des gens qui font du renseignement, mais qui font du renseignement de façon complètement différente. Entre ceux qui vont faire, les gens comme le deuxième régiment du Hussard, qui font du renseignement d'origine humaine, donc eux qui font des entretiens avec des sources, etc., ou vont sur le terrain pour observer, etc., mettre en place des réseaux de capteurs humains, etc. Et ceux qui font, par exemple, ce qu'on appelle les grandes oreilles, qui font des écoutes et qui analysent le signal, ce qu'on appelle le signal électromagnétique, qui démodule ce signal, qui essaie de savoir ce qui se dit au sein de ce signal, qui capte les cryptages, etc., ou alors qui analyse comment le signal est utilisé. Donc on peut savoir si c'est un PC d'une grosse unité, ou si c'est un brouilleur, ou si c'est une émission de télé, etc. C'est des métiers complètement différents. Mais ça, c'est interne.
Moi, en tant que commandant la brigade en Rance, je ne peux pas dire à un de mes grands chefs, bah, désolé, en fait, là, on ne peut pas vous dire ça parce que celui qui fait ça, il fait du renseignement d'origine humaine. Et là, vous me posez une question sur le renseignement d'origine Hmm. électromagnétique. Donc, moi, ce que j'impose à tout le monde, c'est vous êtes des hommes et des femmes du renseignement. Après, la sauce interne de savoir comment on va le traiter en interne, comment on va l'acquérir, ça, c'est pas le problème de nos grands chefs. Voilà, donc c'est vraiment des métiers différents. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est de leur dire à tous, vous êtes des hommes et des femmes du renseignement et vous êtes là pour produire du renseignement et pas pour dire ah ben là non moi c'est pas trop mon métier parce que c'est quand même vraiment des métiers très techniques entre celui qui va être combattant du cyber qui va s'occuper des réseaux sociaux ou alors d'essayer d'aller dans le monde cyber, celui qui va faire du renseignement d'origine image et celui qui va faire du renseignement d'origine humaine, c'est très différent. Même si, mais c'est ce que je vous disais au début, de plus en plus, je vais prendre par exemple l'exemple du 2e régiment de hussards qui fait du renseignement d'origine humaine, il fait aussi du renseignement d'origine humaine sur les réseaux sociaux. Donc en Oui. fait, on rejoint un peu le monde du cyber où en fait, il fait certes il a des sources qu'il va traiter face à face comme ça, mais il a aussi des sources qu'il va traiter sur les réseaux sociaux dans le monde cyber. Voilà, donc on est vraiment à la fois sur des métiers différents, mais qui parfois se mélangent et interagissent entre eux. Vous, quand vous êtes arrivé à la brigade de renseignement, votre métier à l'origine, vous l'avez dit, c'est vous êtes parachutiste. Oui. Qu'est-ce que ça fait d'arriver à la tête d'une organisation dont on n'a pas justement le niveau de spécialisation des hommes et des femmes que vous venez de décrire? Alors moi j'avais une petite chance avant, c'est que bon, moi j'ai fait effectivement la majeure partie de ma carrière dans les paracolos, les parachutistes des troupes de marine, etc., donc dans l'infanterie para, mais j'ai été amené à servir au sein des forces spéciales, et donc là j'ai quand même été bien déniaisé par les forces spéciales, hein, ce que je raconte toujours, quand on me disait c'est un HK, donc c'est le terme d'un fusil, je savais que c'était un fusil, un HK, tout le monde sait que c'est un fusil, mais je ne savais pas s'il tirait à droite, à gauche, dans les coins ou comme ça. Hmm. Quand on me disait c'est un MRZR, je pensais que c'était un poste radio, en fait c'était un véhicule. Voilà, donc là il a fallu très vite me mettre dans le bain, et quand je suis arrivé donc au sein du commandement du renseignement à l'époque, donc moi qui n'avais jamais servi dans le renseignement, j'avais déjà été un peu déniaisé, donc je m'y suis vite très mis sur des sujets qui étaient nouveaux. Et puis moi, il y a deux choses. D'abord, on ne me demande pas d'être un spécialiste de renseignement. Alors maintenant, ça fait 3 ans que j'y suis, donc je commence à bien connaître les sujets. Mais moi, on m'a mis là pour commander. Voilà, on me demande pas d'être un spécialiste, on me demande de comprendre le renseignement. Après, les spécialistes, c'est les hommes et les femmes que j'ai sous mes ordres. Moi, on m'a mis là pour commander cette brigade et commander les régiments du renseignement. C'était la question que je me posais derrière ça. Est-ce qu'on peut commander des spécialistes sans être soi-même un spécialiste? Oui, ça, bien sûr, on peut commander un spécialiste sans être soi-même un spécialiste. Maintenant, il faut s'intéresser à la chose. Vous ne pouvez pas arriver et dire juste non, mais moi, je suis là pour commander, vos sujets ne m'intéressent pas. Donc, moi, quand je suis arrivé, d'abord, j'ai été voir tous les régiments, je me suis mis vraiment dans le détail, je me suis fait expliquer en détail ce que c'était. Je ne serai jamais un spécialiste. Écouter le signal électromagnétique, je ne suis pas capable de vous dire si ça, c'est une onde radio qui provient d'un poste radio militaire, d'un poste radio civil, d'une émission de télé, etc. Ça, c'est pas mon métier. Mais moi, mon métier, c'est de comprendre, quand les gens viennent m'en parler, de comprendre à minima ce que c'est, de pouvoir les orienter, mais il n'y a pas besoin, j'en suis persuadé, d'être un spécialiste pour commander. En revanche, il faut s'intéresser à la spécialité des hommes et des femmes qu'on a sous ses ordres. Je le dis parce que je pense que ça intéresse des jeunes officiers qui sont à Oui. Saint-Cyr par exemple, ou des sous-officiers qui vont avoir bientôt un commandant d'une section. Quand ils sont dans des régiments aussi spécialisés que ceux qui appartiennent à votre brigade, il y a parfois ce stress ou on appelle ça le syndrome de l'imposteur, où ils ont l'impression qu'ils ne sont pas forcément à leur place. Là, vous avez un message complètement différent. Ouais, alors moi, c'est vraiment Alors moi, je suis un peu ancien maintenant, donc j'ai un peu plus de recul, mais c'est vraiment le message que j'essaye de faire passer aux jeunes sous-officiers qui vont être chefs de groupe, par exemple, ou aux jeunes officiers qui vont être chefs de section, c'est que les gens que vous avez sous vos ordres, ils savent que c'est vous qui commandez. Hein, si on y met un lieutenant ou un sergent-chef comme chef de section, c'est parce que c'est lui qui commande la section. Donc, qu'ils ne connaissent pas en détail tout le métier, notamment s'il est dans des armes très techniques, le renseignement, la logistique, la maintenance, etc. Même s'il a été, par exemple, formé en école d'application et donc il a un petit vernis, etc. En fait, il n'est pas là, lui, pour être le spécialiste. Les hommes et les femmes qu'il a sous ses ordres, ce sont des spécialistes. Lui, il est là pour commander. Et donc, il n'y a jamais de remise en cause du fait que le lieutenant commande la section, même si il ne sait pas comment démonter le boulon de 12 ou aller sur les réseaux, enfin rentrer dans le monde du cyber, etc. Lui, il est là pour commander. Voilà. Après, il doit aussi s'intéresser à ce que font ces hommes et ces femmes. Oui. Mais le cœur du métier, c'est de commander. C'est en fait d'aimer les hommes et les femmes qu'on a sous ses ordres. Voilà, c'est vraiment la base du métier militaire. C'est vrai aussi dans la mêlée. Moi, j'avais dans ma section des gars qui tiraient beaucoup mieux que moi. Voilà. C'est juste un métier différent. Ben, vous parlez du jeune lieutenant. Il y a
30 ans, quel message vous voudriez dire aux jeunes lieutenants que vous avez été après la carrière que vous avez eue? C'est en avant. Je pense qu'il ne faut pas se poser de questions. D'abord, je pense que la première chose, c'est de se dire, voilà, il faut aimer les hommes et les femmes qu'on a sous ses ordres. Alors, ils seront tous différents, etc. Il y en aura des super performants, des moins performants, etc. Mais voilà, c'est vraiment, il faut aimer son métier. Et en fait, notre métier, nous, c'est un métier d'homme et de femme. En dehors de la technique et même dans le renseignement, dans les jobs très techniques, ce qui est la chose la plus importante, c'est la patte humaine qu'on va avoir à commander. Voilà. Et puis, ils vont rentrer dans une carrière qui est extraordinaire, qui est rude, hein. Quand on est jeune lieutenant, quand on est première classe, enfin, jeune soldat en régiment, c'est rude, mais quand on est jeune lieutenant aussi, c'est rude, hein. On court, les emplois du temps ne sont pas forcément très respectés, etc. Mais c'est vraiment un métier passionnant. Moi, je pense que c'est l'un des plus beaux métiers du monde, hein, qui est pas toujours simple, mais c'est un très beau métier. Vous êtes engagé à quel âge? Alors moi, j'étais un peu vieux, j'ai intégré à 21 ans. Vous étiez vieux? Ouais. Oui, j'étais vieux. J'avais 21 ans, donc en Moi, fait, 25, hein. il y avait une limite d'âge à Saint-Cyr à l'époque. Donc moi, j'avais 21 ans, j'étais le plus vieux. Par exemple, dans ma promotion, il y avait deux, trois camarades qui avaient 18 ans. Voilà, mais bon, effectivement, j'avais grosso modo, quand je suis arrivé au régiment, mes sous-officiers étaient plus âgés que moi. Et puis mes jeunes engagés volontaires avaient entre 18 et 20 ans, donc ils étaient un peu plus jeunes que moi. On peut parler de ça. C'est comment de commander des hommes qui sont plus vieux, qui parfois ont vu le feu, ont été aguerris, et vous, vous êtes un jeune lieutenant et vous avez encore rien vécu? Eh ben, c'est ce que je vous disais. Alors, bon, c'est pas aussi rose tous les jours. Il faut pouvoir s'imposer, etc. Hein. On est quand même le lieutenant, c'est celui qui commande la section. Mais il y a pas vraiment de remise en cause de, voilà, le type qui est sergent, chef de groupe, il n'est pas chef de section, il le sait très bien. Donc, il a besoin d'avoir au-dessus un chef de section qui commande. Voilà. Donc, moi, là-dessus, je pense que je sais que les jeunes officiers ou les jeunes sous-off qui vont arriver en régiment, les jeunes sergents sortant de Saint-Mec, se posent beaucoup de questions là-dessus. En fait, c'est souvent très naturel. D'abord, il ne faut pas jouer un rôle, il faut rester soi-même. Et puis, voilà, il faut s'intéresser à ces hommes et ces femmes. Parfois, il faut s'imposer un peu parce que vous avez toujours un ou deux sous-officiers qui va vous forte tête ou les gens vont vous tester au début. Moi, je me rappelle le premier footing que j'ai fait avec mes cadres. Moi, je crois que j'ai jamais couru aussi vite et aussi longtemps de ma vie, voilà, mais ils voulaient me tester pour voir ce que valait le lieutenant. Et puis, dans les régiments para, il y a 30 ans, voilà, on était un bon soldat si on courait vite et longtemps. Donc, voilà, donc c'était vraiment, voilà. Et ça, bon, bah, moi, j'avais la chance à l'époque de courir vite et longtemps, donc voilà, il n'y a pas eu de souci. Ils m'ont testé comme ça, et puis le deuxième footing, c'était terminé. Voilà, il s'était dit, bon, en fait, il est pas trop mal, ce lieutenant. Il y a d'autres tests comme ça que vous avez vécu? Non, non, c'est le premier Vous souvenir, leur avez mis une etc. dose et après ils vous ont laissé Non, tranquille, c'est ça? je leur ai pas forcément mis une dose. J'ai couru aussi vite et aussi longtemps que. Voilà. Après, vous avez toujours, voilà, il y a des fois, ça peut toujours être tendu dans une section, etc. Mais alors moi, j'ai eu une chance énorme, c'est que j'ai incorporé une section de jeunes au 3e RPIMA et ils avaient moins de 10 mois de service. Je montais déjà à l'assaut en Centrafrique pendant l'opération Allemande 1-2. Voilà. Donc voilà, j'avais très jeune, j'étais monté à l'assaut avec ma section, donc au régiment, j'avais une certaine légitimité, ce qui fait qu'on m'a jamais vraiment embêté là-dessus. Je voulais vous en parler. Donc d'abord, le RPIMA, régiment de parachutistes d'infanterie de marine. Oui. Donc un très beau régiment, évidemment. En 96, donc c'était en République centrafricaine, une mutinerie dans le palais présidentiel. Oui. Et bon, j'essaie de m'imaginer. La radio grésille, votre chef vous dit un soldat blessé dans la compagnie d'à côté. C'est ce qui s'est passé? Oui. Donc oui, alors moi j'étais la section de réserve au palais présidentiel. En fait, on avait tous, moi j'avais reçu comme mission, j'étais le premier à rentrer en ville, et j'avais eu pour mission de de participer à la défense du palais présidentiel qui avait été attaqué plusieurs fois, donc on avait repoussé les mutins. Puis ensuite j'étais en réserve dans le palais présidentiel. J'étais la section de ce qu'on appelle la QRF, la Quick Reaction Force, même si à l'époque je pense qu'on parlait pas de QRF, on parlait Force de réaction rapide. on parlait de section de réserve, etc. Et en fait, effectivement, il y a eu un accrochage pas très loin du palais présidentiel. Et donc, il y a eu notamment un sous-officier de la compagnie d'à côté qui a été blessé. Et donc, on m'a dit qu'il faut aller le récupérer parce que la compagnie était accrochée et en plus était à pied, n'avait pas ses véhicules. Moi, j'avais mes VLRA. Et donc, je suis descendu sur la zone de contact et je me rappelle très très bien de ce moment-là. J'ai été récupérer un blessé qui était avec son chef de groupe qui était en train de le soigner. En fait, il a été blessé au ventre, etc. Il était derrière un manguier, donc ces arbres énormes qu'on trouve beaucoup en Afrique, et on voyait les morceaux de tronc qui volaient en éclats, etc. Parce qu'en fait, ils étaient en train d'être pris à partie. Et donc moi,
j'ai mis ma section, j'ai fait riposter toute ma section et on a été récupérer ce soldat blessé pour le mettre dans un véhicule et ensuite l'évacuer. Retour au palais présidentiel qui puisse être pris en compte par les médecins et les infirmiers. Dans ces moments, qu'est-ce qui pousse la section en avant? Est-ce que les gars font automatiquement leur métier? C'est des réflexes où il y a besoin d'action? Oui, alors il y a besoin. Et en fait, mais dans tous les accrochages, le premier réflexe, si on regarde ce que fait son chef d'équipe, son chef de groupe, son chef de section, et si on voit que le chef de section, le chef de groupe, il est pris dans son truc et qu'il y va, et il avance, en fait, les gens suivent. Et donc, en plus, ils ont été formés pour ça. Enfin, il y a vraiment, c'est là où on voit la cohésion du groupe, les actes réflexes, etc. Voilà, les gens, si on dit en avant, feu, par là, voilà, il y a pas les gens se posent pas de questions. Et puis, autre anecdote, moi je suis monté, donc 2 jours après, on reçoit l'ordre de reprendre la maison de la radio qui avait été prise par les mutins. Et donc moi je lance l'assaut de ma section et en fait j'allais tellement vite que la section qui portait les munitions, etc. J'avais pris un peu trop de distance avec mes hommes. Donc quand je me suis retourné, j'ai vu que ça suivait moins bien. Et donc ils ont largué tout ce qu'ils avaient. Vous avez le radio qui derrière le radio, court avec il ça. avait un peu de mal à Parce que lui, il suivre, a un peu etc. plus Voilà. de poids dans la Donc musette. en fait, voilà, moi j'étais devant et donc il n'y avait pas d'état d'âme à se poser pour le reste de la section. À partir du moment où le chef de section, c'est le premier qui est en train de courir devant, tout le monde a suivi. Enfin, voilà, je pense que là-dessus, c'est l'effet d'entraînement, etc. Et ça, c'est là où c'est ce qu'on demande au chef en fait. Hein. On lui demande au moment où ça défouraille d'y aller. C'est ça le chef au combat, c'est celui vers lequel tous les regards se tournent Oui, et celui qui doit être devant et qui emmène le groupe. oui, je pense que c'est vraiment ça. En fait, bon, moi j'ai vécu l'embuscade d'Ouzbine, j'étais en Afghanistan, même si la compagnie était du régiment, mais n'était pas sous nos ordres. En fait, Alors, ça là-dessus, juste pour rappeler, donc là on était en RCA, une mutinerie qui est faite dans les armées par des soldats contre leur propre armée de République centrafricaine. Et là on parle d'Ouzbine, donc un autre théâtre, l'Afghanistan, c'était en 2008, Oui. Le 18 et 19 août 2008, où des soldats français ont vécu une embuscade menée par des talibans. Quel était votre rôle exactement sur ce théâtre? Alors nous, on était dans une autre zone. En fait, moi j'étais le chef opération de ce qu'on appelait le GTIA Chimère, enfin le bataillon Chimère, hein, qui était le nom du bataillon. Donc moi je m'occupais des opérations et en fait cette compagnie, elle était sous le commandement d'un autre régiment. Et en fait on a assez vite vu qu'il se passait quelque chose par les remontées d'informations. Mais en fait tous les soldats de la section ensuite ont été débriefés. Hein, parce qu'ils étaient du régiment voilà. Et en fait ils ont tous dit mais la première chose que j'ai fait c'est regarder le chef de section pour voir ce qu'il faisait. Et donc en fait c'est un réflexe qu'ont tous les soldats. Je regarde mon chef d'équipe, mon chef de groupe, savoir ce qu'il fait. Et effectivement, si vous en avez un qui se débande, on le voit dans tous les récits historiques, si vous en avez un qui se débande, c'est plus, les autres ont plutôt tendance, mais si vous avez le chef qui est là, qui est clair, qui donne des ordres, qui avance, etc., en fait, la troupe, elle suit, mais c'est naturel, et ça marche à tous les coups. Parce que tout le monde ne se souvient pas de cet épisode, c'était en 2008. Ça a été, donc il y a eu 10 soldats français qui sont morts pour la France, ce 18 et 19 août. C'était l'événement guerrier le plus meurtrier pour l'armée française depuis le Liban, depuis l'attentat du Drakkar. Oui. Moi, quand je me suis engagé, ma première expérience dans l'armée, c'était 2015. Je me souviens que dans toute l'institution, on parlait que de ça. Ça avait représenté un certain traumatisme. C'était une des premières embuscades aussi violentes depuis plusieurs décennies. Comment ça a changé, à la fois pour vous qui étiez sur le terrain, et peut-être ensuite, après, dans les fonctions d'officier supérieur que vous avez, comment cette embuscade a changé notre manière de faire dans les armées? Je ne sais pas s'il y a beaucoup changé. Ce qui est sûr, c'est que ça. Alors, nous, on était déjà engagés en Afghanistan. Donc, on avait déjà mené des combats, etc. On avait déjà eu des blessés. On avait déjà été accrochés. En fait, grosso modo, on était accrochés quasiment tous les jours, chaque fois qu'on sortait. Ce qui est sûr, c'est que ça a été un peu, notamment pour les civils, de se dire, tiens, mais en fait, nos soldats sont engagés. En fait, on était engagés en opération depuis très longtemps, donc des accrochages. Moi, mon premier baptême du feu, c'était, comme vous le disiez, en Centrafrique, en 1996. Donc là, c'était quasiment 12 ans après. Voilà, donc les soldats français, beaucoup avaient déjà été accrochés au feu, etc. Mais je pense que l'opinion publique s'en était pas tellement rendu compte, parce que c'était des petites opérations peu médiatisées en Afrique, etc., ou en Afghanistan, un peu loin de tout. Et là, pour la première fois, la guerre se rappelait un peu à l'ensemble de l'opinion publique.
Après, pour un certain nombre de chefs militaires, on s'est dit, mais comment ça a pu nous arriver, une embuscade comme ça? En fait, c'est lié à plein d'événements. Et je pense tout le monde s'est un peu redit, OK, c'est quoi la guerre? Comment ça se passe, comment ça se prépare, etc. On ne peut pas faire n'importe quoi, il faut s'y préparer. En fait, beaucoup d'unités étaient déjà prêtes, mais par exemple, il y a des règles de base qu'il ne faut jamais oublier. C'est pas un pas sans renseignement, ça tombe bien, voilà. Pas un C'est pas sans pas un pas renseignement. sans renseignement, pas un pas sans appui, et pas un pas sans liaison radio. C'est-à-dire que si vous engagez quelque part, vous êtes dit, OK, qu'est-ce que je peux avoir en face? Ben, quel va être l'ennemi en face de moi? Ça, c'est le renseignement. Si vous engagez, vous êtes sûr d'avoir des appuis artillerie, mortier, des mitrailleuses qui sont prêts à vous appuyer, etc. Et puis, vous êtes sûr d'avoir la liaison radio avec votre chef. Bon, bah, si on cumule un peu Ouzbin, c'est un peu l'oubli de ce triptyque sur certaines conditions, etc. Voilà, donc, je pense que les militaires français savaient ce qu'ils faisaient en opération, ils faisaient la guerre, il y en a beaucoup qui étaient accrochés, etc. C'est plus, je pense, dans l'opinion publique, on s'est dit, tiens, mais en fait, on envoie des soldats en opération et ils peuvent mourir. Ce qu'on avait un petit peu oublié parce que le Liban, c'était loin. Mais si je prends l'exemple de la Bosnie, c'est plus de 90 soldats français qui ont été tués en Bosnie. Ouais. C'était pas si loin de la France, mais c'était un peu sous le radar, etc. Puisque vous parlez de l'opinion publique, moi c'est quelque chose que j'entends beaucoup dans les armées, mais des camarades, hein. Là, on a l'impression que l'opinion publique redécouvre, comme vous venez de le dire, la guerre, où on dit bah, on est en guerre, où la guerre se rapproche. Et du point de vue de beaucoup de soldats français, particulièrement des anciens chez nous, euh, eux, ils sont en guerre depuis longtemps, quoi. Ils ont été en guerre sur les théâtres que vous avez mentionnés, ou ceux dont on a parlé tout à l'heure, les hommes et les femmes du renseignement qui sont en guerre tout le temps. Comment vous voyez ces miroirs déformants et cette différence de perception des événements internationaux du point de vue des militaires et du point de vue des civils? Je pense qu'il y a une vraie différence. Je pense que l'opinion publique, c'est-à-dire que nous, on le vit au quotidien. Et voilà, la guerre en Ukraine, moi, c'est mon fond de sac quotidien de ce que font mes hommes et mes femmes, à la fois en opération quand ils sont déployés sur le flanc Est, et puis tous les jours ici, à partir de l'Alsace, notamment pour les centres de renseignement. Voilà, donc ça, effectivement, c'est quotidien. Je pense que notre population, c'est pas qu'elle redécouvre, mais bon, bah, la guerre en Ukraine, c'est le retour de la guerre en Europe. Et ça, les gens le pressentent. On voit bien qu'il y a une volonté de nos hommes politiques d'augmenter le budget de la défense. J'entends pas dans l'opinion publique des gens qui disent bah non, il faut pas, pourquoi, Personne, c'est ouais. pas normal. En fait, les gens sont bien conscients. Les gens se disent bah oui, en fait, les Russes, voilà, il y a un vrai risque, il y a une vraie possibilité de remise en cause de ce qu'est le monde occidental, de ce qu'est les démocraties, de ce qu'est l'Europe. Donc je ne sais pas s'il y a vraiment une différence. Nous, on le vit au quotidien. Je pense que maintenant, notre opinion publique en a pris bien conscience. Nos hommes politiques en sont vraiment persuadés. Ça, il n'y a aucun état d'âme là-dessus. Je pense que voilà, notre opinion publique, nos familles en ont. Alors, les nôtres, elles ont conscience depuis souvent, mais je pense que les gens s'en rendent compte que voilà, c'est pas normal ce qui se passe à la frontière de l'Ukraine et le comportement de la Russie n'est pas normal. Aussi un signe on a aussi un signe que l'opinion publique a basculé dans cette opinion-là, c'est le recrutement. Là, on observe une montée des recrutements, un peu comme on en avait vu en 2015. Tout d'un coup, plein de jeunes qui se disent que la défense, c'est une carrière importante à laquelle ils veulent se consacrer. Vous avez vu arriver là des jeunes de on pourrait dire la génération Ukraine qui s'engagent et qui trouvent un nouveau sens dans le service des armes? Oui, alors moi, sur les jeunes, oui, mais il y a toujours eu, en fait, les armées françaises n'ont jamais eu de difficulté à recruter. Je pense que là, depuis son année, on recrute à peu près 15 000 hommes et femmes, officiers, sous-officiers militaires durant par an, et on n'a pas trop de difficultés à recruter. Ce qu'on voit apparaître maintenant, c'est beaucoup pas forcément des jeunes, hein, les jeunes, ils peuvent s'engager, mais des gens qui sont déjà bien installés dans la vie, qui ont envie de faire quelque chose pour leur pays. C'est-à-dire qu'il y a à la fois de dire, mais en fait, moi, j'ai des capacités dans le monde civil, en fait, que je me rends compte qu'elles pourraient être transposables dans le monde militaire, ou au moins je pourrais aider les armées françaises s'il se passe quelque chose, ça on le voit. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de donner un sens à leur vie, donc ça peut prendre des tas de façons différentes, mais servir mon pays, servir la France, tiens, c'est une des possibilités. On a par exemple Decathlon,
qui s'est rapproché des armées en disant, voilà, moi j'ai beaucoup de mes cadres qui voudraient donner un sens plus profond à leur engagement et qui sont prêts à s'investir au profit de la défense. On a par exemple, je vais vous citer l'exemple, une boîte de transport, donc de conducteurs de bus qui a dit, mais moi en fait, mes conducteurs viennent me voir en disant, mais s'il y a la guerre un jour, qu'est-ce que Hmm. nous, on pourra faire? Donc voilà, donc il y a vraiment, je pense, voilà, des gens qui se disent, mais en fait, moi j'ai des savoir-faire qui pourraient être utiles en cas de guerre. On m'a jamais demandé. On m'a jamais dit, mais en fait, toi, tu es informaticien, toi, tu es mécanicien de tel type de système, etc. Voilà. Et donc, d'eux-mêmes, on a pas mal de gens qui disent, mais en fait, comment je pourrais, s'il se passe quelque chose, servir mon pays. Donc voilà, c'est tout ça, c'est un peu, c'est des réflexions qui sont en train de monter en puissance. Vous avez des pays où vous avez cité la Suède. La Suède, ils ont une réserve militaire, donc des gens qui sont prêts à aller prendre les armes, etc. Et puis ils ont une réserve industrielle, donc des gens qu'on a identifiés pour tenir des postes clés dans les usines parce qu'il y aura un certain nombre de systèmes de production qu'il faudra maintenir, etc. Donc ces gens-là, ils sont mobilisables pour pouvoir travailler en tant que civils dans les usines. Et bon, bah, je pense que c'est des choses qui petit à petit vont remonter en France, un peu comme il y avait du temps de la Première Guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, la mobilisation générale. Et, voilà, et les gens, ils ne repassaient pas par la maison, ils quittaient le boulot pour aller à la caserne. Et ben, demain, peut-être que on reviendra un peu à ça. Il y a des réflexions sur le service national. Voilà, il y a plein de choses qui sont un peu en maturation, en gestation. En France, on a en tout cas déjà une réserve monte en puissance. Et si vous, dans votre métier, quel que soit votre âge, vous avez envie de vous engager, vous pouvez aller sur le site s'engager.fr. Là-dessus, vous verrez toutes les informations pour s'engager dans la réserve opérationnelle ou la réserve citoyenne. Je vous mets les liens en description. Et puis, il n'y a pas de... L'âge n'est pas un problème. Voilà, ne pas se dire, moi j'ai 40 ans, je suis peut-être un peu vieux. Non, en fait, on saura vous utiliser. On saura utiliser les compétences de chacun, quel que soit son âge, sa situation familiale, sa situation professionnelle. Voilà, il y a vraiment là-dessus, je pense qu'il y a des tas de choses qu'on peut faire. Vous aviez 21 ans quand vous vous êtes engagé. Pourquoi vous l'avez fait? Alors, c'est simple. Moi, quand j'étais petit, j'aimais bien jouer aux petits soldats. Et puis après, j'ai grandi, j'aimais jouer à la petite guerre, etc. J'aimais bien mettre des treillis. Alors, moi, j'ai aucun militaire dans ma famille, D'accord? excepté un grand-oncle qui a été compagnon de la Libération, mais qui était, voilà, je ne suis pas du tout issu d'une famille militaire, mais voilà, j'aimais jouer aux petits soldats, j'aimais jouer à la guerre. 2 années de suite, quand j'étais tout petit, j'avais commandé une panoplie de Zorro. Voilà, donc j'étais, non, c'était comme ça. Et donc, bah, ça a mûri petit à petit. Et je voulais aller au combat. Moi, je me suis engagé pour ça. Voilà, voilà, je me suis engagé parce que je voulais aller faire la guerre. C'est un peu bête, mais c'était comme ça. Et donc, j'ai eu beaucoup de chance. C'est que ma première année au régiment, je suis parti en Centrafrique. Et donc, je suis parti en opération. Et il y a eu un coup d'État. Et donc, je suis monté à l'assaut. Et ensuite, je suis resté dans l'armée pour les hommes et les femmes qui servent cette institution. Voilà, j'avais eu ce que je voulais. Alors après, je suis allé plein d'autres fois en opération. Et donc, je suis allé plein d'autres fois. Je me suis fait tirer dessus plein de fois. Mais je suis vraiment resté. J'ai vraiment voulu rentrer dans l'armée pour ça. Parce que je voulais aller en opération, etc. On a de l'adrénaline. Enfin, quand on est au contact, au combat, tous les militaires vous le diront, etc. C'est un moment vraiment particulier dans la vie d'un homme. Et puis, je suis resté dans les armées parce que j'y ai trouvé voilà, quelque chose qui me plaisait. Commander des hommes et des femmes. On a vraiment une richesse qui est extraordinaire. Et même le plus moyen des soldats, en fait, c'est quand même souvent un bon mec qui vous apporte plein de choses. Est-ce qu'il y a eu des moments de doute dans votre carrière? Il n'y a pas eu forcément des moments de doute, il y a eu des moments difficiles, parce que d'abord c'est un métier qui est usant quand vous êtes en opération, etc. Quand vous perdez des... Moi j'ai eu la malchance de perdre des hommes quand je commandais mon régiment, et puis d'être en Afghanistan au moment 12 bin, et c'était des gens, moi j'étais pas le chef de corps, j'étais le chef opération, je m'occupais des opérations. J'étais l'adjoint du chef, mais c'était quand même des gens du Qu'est-ce qui s'est passé? régiment. Eh ben, on a perdu 8 soldats du régiment. Il y a eu 10 morts pendant cette embuscade. Je Euh, voulais dire, vous avez dit que vous avez perdu des hommes quand vous étiez au régiment. oui, quand je commandais en fait en 2013 pendant l'opération Sangaris, moi je commandais un des régiments engagés dans l'opération et donc de Vous pouvez nous nuit. rappeler où est-ce que c'était, Alors oui, alors quel pardon. était Donc le... en fait en Centrafrique en 2013, la France a décidé d'intervenir. Il y avait vraiment des affrontements interethniques, enfin interreligieux en Centrafrique, notamment à Bangui entre catholiques et musulmans. Il y avait eu plusieurs coups d'État successifs. Il y avait La vraiment Seleka et les la anti-Balaka. Seleka et les anti-Balaka. Voilà, donc la Seleka plutôt d'obédience musulmane et les anti-Balaka plutôt catholiques. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais bon, donc la France avait décidé d'intervenir. Moi, j'étais déjà sur place parce qu'on avait une opération qui s'appelait l'opération Boili,
qui avait d'ailleurs été créé par le 8, par le général, enfin le colonel Bosser quand il était général. Et donc on a fermé cette opération pour en ouvrir une autre qui était Sangaris, où la France avait décidé de intervenir et d'essayer de geler la situation et de séparer les belligérants. Et moi, un soir, un accrochage de nuit, j'ai perdu, dans une de mes compagnies, la première compagnie, j'ai perdu 2 hommes qui ont été tués à très courte portée lors d'un accrochage. Vous étiez Voilà. avec eux à ce moment-là? J'étais pas avec eux à ce moment-là. Moi, j'étais au PC, je commandais les opérations. Donc, on est venu me prévenir pour dire que, en fait, en fait, on entend à la radio les accrochages, etc. Mais vous avez toujours euh, un laps de temps entre ce qui se dit à la radio et quand vous avez des morts ou des blessés, vous avez parfois un peu autre chose à faire que, voilà, vous vous occupez d'eux, etc. C'est la priorité au feu? C'est la priorité au feu. Donc, je savais qu'il y avait une section qui était sous le feu qui avait été accrochée. Puis après, assez vite, on a su que ça se passait pas très bien. On a su qu'ils ont décroché. Et en fait, ils ont ramené deux de leurs hommes qui étaient tués. Donc en fait, moi, voilà. Et puis on m'a dit, en fait, ils sont arrivés. Donc je suis allé à. On avait une infirmerie, enfin, ce qu'on appelle un rôle 2, donc avec des médecins, etc. En fait, ils étaient déjà morts quand ils sont arrivés. Donc ils étaient tous les deux allongés sur les médecins étaient autour en train de nettoyer les plaies, etc. Enfin, il y en avait un qui avait une balle qui était coincée dans un os, donc il fallait l'extraire, etc. Voilà, donc et après j'ai rassemblé la section pour leur dire que, parce qu'en fait c'était 2 nuits, et voilà, une section c'est une trentaine d'hommes. Tout le monde ne sait pas exactement ce qui se passe à l'instant T. Vous êtes pris sous le feu, ça décroche, ça riposte. Vous récupérez un camarade, etc. Donc j'ai rassemblé la section pour leur dire qu'effectivement leurs 2 camarades étaient décédés. Ça, c'est pas des moments faciles. Ah, ils Après, sont... après c'est aussi, ça fait partie du métier, donc on y est, en tant que chef, on y est préparé. Moi, j'avais déjà été en opération, j'avais déjà vu des blessés, voilà, voilà, donc c'est Vous, vous quelque étiez chose. préparé, mais les hommes l'étaient peut-être pas. Alors eux, je pense qu'ils l'étaient pas. Après, donc moi je l'ai vu au 8e RPIMA, il y a déjà eu pas mal de trucs. Les hommes, ils veulent rester sur le théâtre. Voilà, ils veulent continuer à faire leur mission. Ça fait partie. On les a depuis tout petit. On leur a parlé de ça. En fait, c'est pas quelque chose que quelqu'un découvre. Que tiens, on va aller à la guerre demain. Enfin, on va aller au combat. Ça va tirer. Il va y avoir des accrochages. Il y aura peut-être des blessés, des morts. Dès les classes. Dès leur formation initiale, ça on leur en parle, etc. En plus, si vous engagez dans un régiment comme le 8e RPIMA, vous le savez, il y a toute une histoire, etc. On nous Mais c'est le cas prépare, dans plein d'autres unités. ouais, on nous prépare à 3 morts. On nous prépare à la mort de l'ennemi, la mort de l'ami et la nôtre. Oui. Euh, Alors, je pense que la sienne, on en parle. La sienne, c'est pas quelque chose qu'on réfléchit beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, on a plutôt en tête, il faut tuer l'ennemi. Et puis, il faut que je m'occupe de mes protéger les camarades. amis. Voilà, enfin, je protège ou je m'occupe de mes camarades, etc. Je pense que la sienne, à tous les niveaux, on n'y pense pas beaucoup. On est beaucoup. Alors moi, ce qui m'a beaucoup marqué comme chef, c'est plutôt. Moi, je me suis jamais inquiété pour moi. Je me suis jamais dit, oh, là, il va se passer un truc qui risque d'y passer. J'ai toujours stressé pour mes subordonnés. C'est-à-dire que Oui. vous êtes en train de commander une opération, vous avez une section, moi ça m'est arrivé en Afghanistan, vous avez une section qui est sur un piton, qui est en train de se faire laminer. C'est-à-dire qu'ils ont déjà plusieurs blessés, on leur dit de tenir le piton, etc. Parce qu'il faut qu'on tienne la position, et vous sentez bien que le chef de section, voilà, il a déjà 2, 3 blessés. Et donc en fait, vous vous dites, mais cette section, il faut que je fasse quelque chose, sinon elle va y passer. Donc voilà. Et ça arrive. Voilà, donc on est vraiment plutôt pas sur soi, pas se dire, mais moi, ça tire de partout, je vais m'en prendre une. Non, c'est plutôt, non, que les hommes et les femmes que j'ai sous mes ordres s'en sortent. Et c'est un destin particulier d'ailleurs d'avoir la charge d'âme d'hommes qui sont sur le terrain quand soi-même, en tant qu'officier, vous étiez colonel à ce moment-là, quand vous-même vous n'êtes pas sur le terrain avec eux, ça empêche de dormir la nuit. Non, parce qu'en fait, si je prends l'exemple de la Centrafrique, j'étais très souvent sur le terrain. J'allais voir les sections, les compagnies, etc. Ça m'est arrivé plusieurs fois de me retrouver en plein milieu d'un accrochage, parce qu'une compagnie se faisait accrocher, j'étais en train de rendre visite comme ça. Ça, c'est pas quelque chose. En fait, quand vous êtes colonel et que vous commandez un régiment, vous avez commencé comme jeune chef de section. Oui, Et donc, vous avez été sur le terrain plein de fois. Vous allez voir un jeune lieutenant, il sait très bien que vous êtes son chef et par où vous êtes passé. Et en plus, s'il est du régiment ou pas enfin, à la BP, tout le monde se connaît plus ou moins. Par la exemple, à la brigade brigade parachutiste, parachutiste. pardon, tout le monde se connaît plus ou moins, mais c'est le cas dans toutes les autres unités. Donc, quand un chef vient vous voir, vous savez très bien qui il est, ce qu'il a fait, etc. Donc, en fait, il n'y a pas de se dire, ouais, le colonel, il est dans le PC tranquille. D'abord, le PC n'est pas forcément dans un endroit très tranquille. Et puis, voilà, vous êtes là pour commander l'opération.
c'est toujours la place du chef. Est-ce que le chef, il est au contact devant avec ses bonhommes ou est-ce qu'il est derrière à commander? Le chef, il peut être à plusieurs endroits différents. Parfois, il faut être devant pour relancer l'action ou pour montrer que le chef est là, que c'est important parce que les types, ils sont dans une situation compliquée. Parfois, il faut plutôt être en retrait au PC pour être sûr d'avoir une vision globale, faire bouger les unités comme il faut, demander les appuis, etc. Voilà, ça c'est là-dessus, il n'y a pas vraiment de règles et je pense qu'il faut, voilà, il n'y a pas de règles à fixer. Chaque chef le sent à un moment donné. Quand vous êtes dans l'infirmerie face à ces 2 soldats morts pour la France, vous pensez quoi? Je me dis que c'est des beaux bonhommes. En fait, ils sont vraiment, c'est des paras de 8. En plus, c'était 2 grands gaillards, là, le Quigno Vaucaire. C'était 2 mecs qui étaient vraiment balèzes. Et ça fait bizarre de voir ces types qui bougent plus, etc. Donc, pas des moments très faciles à vivre. Après, vous êtes, en fait, c'est comme toutes les guerres, vous êtes en opération. Donc, il n'y a pas de, tiens, on va faire une pause Et vous ne d'une pouvez heure, pas vous etc. arrêter, hein. Voilà, il y a d'autres sections qui sont au contact, ça continue. Demain, vous savez qu'il va falloir renvoyer les compagnies sur le terrain. La mission continue. Et même la section, cette section, elle a continué à partir en opération. Le lendemain, on ne lui a pas dit, les gars, vous allez dormir jusqu'à midi pour vous reposer. C'est peut-être Et on n'avait l'inverse pas de le ce temps. qu'il faut C'est-à-dire que faire. le lendemain, on leur a dit, vous complétez les chargeurs, vous reprenez de l'eau, des rations, etc. Et demain, à 5 heures du mat, vous êtes prêts à repartir. Et d'ailleurs, on les a réengagés le lendemain parce qu'on n'avait pas d'autre solution. Quand vous les avez rassemblés de nuit, qu'est-ce que vous leur avez dit? Je leur ai dit qu'ils avaient perdu 2 camarades, mais que la mission continuait, et que dès demain, ils seraient réengagés. Parce que je savais qu'on allait les réengager. Et puis surtout, je voulais pas. Il faut pas qu'il y ait de temps de latence. C'est-à-dire les gens, ils sont concentrés, ils sont dans l'action. Et voilà, il n'y a pas de bon, les gars, on va s'arrêter. Non, la mission continue parce qu'on n'a pas. Si à chaque accrochage, on doit dire à tout le monde, bon, Mhm. les gars, vous avez 2 jours pour vous reposer et avant de repartir. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça m'est arrivé aussi en Afghanistan une compagnie qui avait 2 jours de suite été accrochée dans le même village, de lui dire le 3e jour, vous retournerez dans ce village et vous serez de nouveau accroché, mais vous retournerez là-bas. Or, les types, ils savaient très bien qu'en remettant les pieds dans ce village, ils allaient de nouveau être sous le feu. C'est pas forcément une situation toujours très agréable. Mais voilà, donc c'est aussi le rôle du chef de toujours pousser ses hommes pour aller au bout du sacrifice, plus loin s'il faut, etc. Et le temps du deuil, il commence quand? Le temps du deuil, il commence quand il y a une pause opérationnelle, quand on a fait une veillée funèbre, parce qu'en fait, par exemple, en Centrafrique, il y avait des jours qui étaient très intenses et des jours ça se calmait, puis c'était un peu comme un volcan, ça repartait, puis ça se recalmait. Le président de la République, qui était en visite officielle ailleurs, est venu. Voilà, on avait fait voilà, il y a tout un. En même temps que les opérations se continuent, après, le lendemain, vous essayez voilà, quand même de mettre un peu, de vous occuper de la section, de faire en sorte. Et c'est important pour nous aussi d'honorer nos morts, donc de ne pas les mettre tout de suite dans un avion, etc. Non, on a fait une veillée funèbre. Il y avait la section a veillé les camarades avant qu'ils reprennent l'avion, etc. Et ça, on le fait un peu assez souvent. En Afghanistan, rappelez-vous, on voit les colonnes de tout Mhm. le régiment qui accompagnent le cercueil d'un camarade qui repart en métropole ou en France. En Afghanistan, après l'embuscade d'Ouzbine, le président de la République, Nicolas Sarkozy, était venu aussi sur le terrain Oui, avec les familles, il me semble. oui, alors ça, c'était, oui, les familles avaient demandé. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez, alors mais qui a dû exister tout le temps, qui maintenant est beaucoup plus possible parce que d'abord, on a beaucoup moins de morts en opération qu'on a pu avoir Première ou Deuxième Guerre mondiale. Les familles, elles ont besoin de matérialiser euh, dans quelles conditions et où est-ce qu'il est décédé, où est-ce Ouais. qu'il est mort, qu'est-ce qu'il a fait avant, quels étaient ses camarades, comment il vivait. C'est aussi important, ça permet de donner un peu de. On peut le faire, parce qu'en fait, on n'a pas. Voilà. Et tant qu'on peut le faire, on le fait, c'est-à-dire donner du sens, dire voilà, ses camarades de chambre, c'était un tel, les voilà, Ouais. etc. Alors, c'est pas toujours facile, hein. Et puis, parfois, vous avez aussi la pression d'en haut, la pression politique qui dit, mais où est-ce qu'ils sont morts, pourquoi prenez une photo de l'endroit où, oui, enfin, ok, d'accord, mais quand on est en opération, on n'a pas forcément le temps de prendre une photo de l'endroit où les deux, par exemple, en Centrafrique, etc. Mais, d'un autre côté, c'est quelque chose aussi qu'il faut expliquer. Ça fait partie de l'acceptation. Parce que si les familles demain disent non, mais moi je veux plus que mon fils aille en opération, vous n'avez plus de soldats. Donc voilà, il y a tout un mécanisme qui se met en place, qui n'est pas toujours très simple à gérer quand on est engagé en opération. C'est pour ça qu'il y a toute une base arrière. Maintenant, dans les régiments, vous avez toute une partie, vous avez le bureau encadrement, environnement humain, etc. Vous avez tout un système qui est fait pour que la base arrière puisse gérer les familles, etc., l'accueil des familles. Maintenant, vous avez des cérémonies aux invalides, où est-ce que la famille. Voilà. Donc tout ça, c'est quand même bien pris en compte. Vous, c'est quelque chose, du coup, que vous avez dû faire dans votre régiment
au retour, la prise en compte des familles endeuillées? Oui, alors donc moi, je suis resté en opération, hein, donc que ce soit pendant l'Afghanistan ou en Centrafrique, les corps ont été rapatriés. Il y a eu une cérémonie faite aux Invalides, etc. Ensuite, il y a eu une cérémonie qu'a demandé la ville de Castres, qui a été faite à la cathédrale à Castres, etc. Tout ça, ça a été géré par la base arrière. Ensuite, vous, quand vous êtes chef, vous vous occupez des familles sur le long terme. En fait, il faut à la fois être très proche des familles et à la fois leur expliquer que bah, vous êtes le chef de corps, mais c'est que pendant 2 ans. Que l'année prochaine, Ouais. il y aura un nouveau colonel qui va arriver, que dans 2 ans, il y en aura encore un nouveau, un autre, mais que ça ne change rien. Que c'est pas lié à une personne, c'est pas lié au C'est colonel l'institution. Tasset, c'est l'institution qui va continuer à s'occuper, qu'il y aura des rendez-vous importants. Voilà, tous les ans, par exemple, je prends Castres, hein, mais c'est le cas dans tous les régiments, tous les ans, il y a une journée qui est consacrée où les familles sont invitées, on les suit. L'armée française a mis ça en place, donc vous avez toute une organisation qui permet de suivre les familles, même si c'est compliqué dans le long terme, parce que bah, les familles, elles sont comme nos familles françaises, toutes elles sont mouvantes, il y a des divorces, des séparations, des enfants qui grandissent. Voilà, mais je pense que c'est quand même bien, vous le voyez au 14 juillet, vous avez toujours une tribune, vous avez tous les Oui. blessés, les familles des blessés ou des décédés de l'année, etc. Le président va aller voir, le ministre s'en occupe. Voilà, on a toute une organisation qui prend ça en charge. Cette prise en compte à la fois des familles, des blessés, je pense aussi les blessures psychologiques, c'est quelque chose qui a bien progressé dans les armées ces dernières Oui, années. oui, 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 ça c'est, oui, ça. Je pense que depuis, est-ce que c'est, oui, depuis une vingtaine d'années, c'est vraiment pris en compte. C'est-à-dire qu'on prend en compte cette blessure, ce stress post-traumatique ou cette blessure psychologique qui avant était, on le savait tout ça. Enfin, il y a Oui. toutes les études, il y a la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, les anciens d'Algérie, etc. Tout ça, mais c'était pas pris en compte ou c'était mis. Voilà, maintenant c'est quand même assez bien géré. C'est quelque chose que les militaires connaissent, que les gens n'hésitent pas à dire, mais en fait, moi, je pense que j'ai un problème, etc. Ou qui est décelé par les camarades ou par l'encadrement. Voilà. Après, si je reprends mon exemple personnel, moi, je suis monté à l'assaut donc en 96 en Centrafrique. Vous Euh, avez quel âge à ce moment-là? j'avais 25 ans. Donc vous étiez lieutenant. J'étais lieutenant, chef de section, c'était ma première chef de section. J'avais une section de tout jeunes, voilà, donc comme des anciens, ils sont montés à l'assaut, etc. Ils ont été au feu. J'en ai deux qui se sont vus mourir. En fait, ça, je l'ai compris des années après. C'est-à-dire que j'en ai deux qui, quand on est rentré ensuite en France après l'opération, il y en a un qui a déserté au bout de 6 mois, et puis il y en a un qui a eu que des problèmes physiques, etc. Et en fait, je pense que ces deux types-là, ils avaient un stress post-traumatique. Hmm. Donc on était en 96, et il n'y a pas si longtemps que ça, mais il y a quand même quelques années. Et je pense que là, on n'en parlait pas encore. Et longtemps après, quand on a commencé à parler du stress post-traumatique, du choc que pouvaient avoir certains soldats qui revivaient des trucs ou qui avaient des comportements particuliers, là je me suis dit, mais en fait ces deux-là, parce que j'avais discuté avec eux, avec la section, etc., de ce qui s'était passé en Centraf, eux, ils m'ont dit, mais à un moment donné, on a cru qu'on allait mourir tous les deux. Voilà, parce qu'ils étaient voilà, ils se sont pris, ils se sont retrouvés face à des ennemis qu'ils ont vus physiquement qui leur tiraient dessus et ils se demandent encore comment ils s'en sont sortis vivants. Et donc je pense qu'eux, ils ont eu une sorte de choc ou de stress post-traumatique qui fait que, en fait, bah, et voilà, ils ont eu du mal à le gérer après. Et à l'époque, voilà, maintenant, c'est quelque chose qui est vraiment pris en compte. Voilà, quand vous rentrez d'opération, vous voyez le médecin qui vous dit est-ce que tout va bien. Voilà, Hmm. il y a des fiches qui sont ouvertes pour dire ce jeune homme ou cette jeune femme a été soumis à un stress important lors d'une action de feu à tel moment, tel endroit, etc. Voilà, ça c'est quand même vraiment bien pris en compte aujourd'hui. C'est suivi et c'est considéré au même titre qu'une blessure physique. Oui, moi, ma génération, d'abord, en école, on est formé à tout ça. Oui. On nous sensibilise au stress post-traumatique, à l'accompagnement quand il y a un deuil. Et même quand on rentre de mission, maintenant, il y a un SAS. Et on passe entre les mains d'un psychologue à qui on peut discuter des choses qu'on a vécues pendant l'opération. C'est vraiment quelque chose sur lequel les armées ont fait beaucoup Énormément de progrès. de progrès et ça marche pas mal. Ça n'empêche pas forcément le stress, mais on peut gérer les gens dans la durée, etc. Il y a les maisons Athos, etc., qui sont des maisons qui Oui. accueillent les blessés psychologiques. Voilà, il y a eu vraiment, c'est vraiment, vraiment mis en place aujourd'hui. J'ai toujours le même exemple qui s'appelle le stylo dosimètre pour le nucléaire et le bactériologique. Quand Mhm. vous êtes engagé dans une zone où il y a des radiations nucléaires, vous prenez une dose. Quand vous sortez de cette zone, au bout d'un moment, la dose disparaît, mais il en reste toujours un petit peu. Plus vous y retournez, plus cette dose elle augmente, plus elle diminue, mais il en reste toujours et ça s'accumule. Et c'est un peu comme ça pour le stress. En fait, je pense que les gens qui vont beaucoup, beaucoup en opération
bout d'un moment, ils ont une petite dose de stress qui a du Oui. mal à diminuer. Donc c'est un peu pareil. Plus on est engagé en opération, plus on peut se dire, mais en fait, est-ce que c'était bien fondé? Mais il n'y a pas du tout de remise en cause de ce côté-là sur pourquoi on est allé en Afghan, pourquoi on est allé au Mali. Ça correspond à des instants T de situation qui font qu'on a besoin d'y être et que la France décide de s'engager. Nous, on est le bras armé de la politique. C'est-à-dire que c'est pas nous militaires qui décidons du bien fondé de s'engager là, de telle ou telle opération, etc. Voilà, c'est pas notre rôle. Nous, on est le bras armé de la. C'est Claude Viss qui ça. On est le bras armé de la politique. On est le prolongement armé de la volonté politique. Donc, c'est pas à nous de dire c'était bien ou pas bien de s'engager là. En plus, il faut jamais réécrire l'histoire. Voilà, la France s'engage dans telle opération à tel moment parce qu'il y a des raisons qui font que solidarité stratégique avec nos alliés, etc., intérêt de la France, évacuation de ressortissants, peu importe. Voilà, donc moi, je me suis jamais posé cette question. Après, on peut se dire, on a été en Bosnie pendant X années, on en est parti, on a été au Kosovo pendant X années, est-ce qu'on a changé les choses? On est allé en Centraf plusieurs fois. Bon, maintenant, on n'y est plus parce qu'il y a eu différents coups d'État. On est allé en Afghanistan. La situation est pas mieux qu'il y a 20 ans, peut-être même pire. On est allé en BSS pendant des années et des années. Non, je pense que vous ne retrouverez jamais chez un soldat français qui va vous dire, mais en fait, pourquoi on a été là-bas, qu'est-ce qu'on fait? On peut se le poser la question individuellement, mais en fait, je pense que non, il n'y a pas de remise en cause politiquement, etc. Vous avez parlé de l'acceptation par l'opinion publique de pertes militaires dans un conflit. Est-ce que le conflit qui a lieu actuellement en Ukraine rabat les cartes de ce point de vue? Est-ce que vous sentez un changement d'état d'esprit sur ce sujet? Alors, je pense en fait, il y a je pense pour l'opinion publique, le fait de sentir la menace. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui avant était loin, très lointain, l'Afghanistan, le Sahel, etc. C'est loin. Là, l'Ukraine, on le voit quand même, les gens le voient que les Russes, et puis on leur dit à la télé, etc. Et puis ils ont vu les réfugiés ukrainiens. Enfin, Mm. et puis c'est très médiatisé, pardon, très médiatisé. Donc on le voit en permanence à la télé. Donc je pense que là, il y a de se dire, oui. En fait, mais qui a été un peu une prise de conscience aussi des armées, nos hommes politiques, de se dire, mais en fait, il y a un retour de la guerre en Europe. Est-ce que la France va être confrontée à cette guerre, va pouvoir s'engager? Pas sûr, mais c'est possible. Donc à partir du moment où c'est Ouais. possible, nous, notre métier, ce que j'essaie d'expliquer moi à tous mes amis civils, etc., c'est à partir du moment où c'est possible, nous, notre job, c'est de s'y préparer. Ça ne veut pas dire qu'on ira, ça ne veut pas dire que le politique, que la France partira en guerre, etc., ou ira en Ukraine, mais à partir du moment où c'est une possibilité, on est obligé de se préparer. On ne peut pas dire, si demain le président nous dit, ben, on va en Ukraine, de dire, ah, mais on pensait que ça allait Ouais. être une blague, on n'était pas forcément... Non, non. À partir du moment où ça devient du domaine du possible, notre job, nous militaires, c'est de se planifier, s'y préparer, d'y mettre les moyens et de s'entraîner pour. Est-ce qu'il y a eu dans votre carrière une rencontre qui vous a fait basculer sur votre engagement, qui a été très marquante pour vous? Alors moi, j'ai eu la chance d'avoir des très bons chefs. Voilà, je pense que mes chefs successifs, vos chefs sont toujours différents. En fait, c'est un peu comme quand on est jeune, quand on est à l'école, on se rappelle toujours de ceux qui étaient en terminale ou en première et peu de ceux qui étaient en sixième. Quand on est en seconde, voilà, et ben c'est un peu pareil dans l'armée. On connaît très bien ses chefs. Voilà, donc moi, beaucoup de mes grands chefs m'ont marqué. Ouais. Beaucoup de mes chefs de corps quand j'étais jeune lieutenant ou capitaine, qui étaient vraiment des types extraordinaires. Qu'est-ce Euh, qu'ils ont fait qui a pu vous inspirer, vous, dans votre commandement? leur caractère, leur façon d'être. Voilà, j'ai vraiment eu. Moi, il y a le général Hogarth qui a été un de mes chefs, qui est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Voilà, c'est vraiment c'est se dire, en fait, je suis jeune lieutenant, mais si demain on me dit t'es colonel, à qui tu voudrais ressembler, bah ouais, mon chef de corps, je trouve il est pas mal. Voilà. Après, moi, personnellement, j'avais un grand-oncle qui était voilà ce que je vous disais, moi, je ne suis pas issu d'une famille militaire, mais j'avais un grand-oncle qui est parti à vélo lorsque quelqu'un lui a dit, mais il y a un général qui s'appelle le général de Gaulle qui a parlé à la radio, il a pris son vélo, il est parti, il habitait en Bretagne, il est parti au premier port qu'il a vu, il a pris un bateau de pêche et il s'est retrouvé en Grande-Bretagne, il s'est engagé tout de suite, il avait 19 ans. Voilà, donc, qui a été compagnon de la Libération, donc là, ça m'a toujours marqué. J'ai toujours eu dans ma famille du tonton José qui a fini général, et qui était lui pas dans le rang, ce qui était dans les missiles. Voilà, donc, Et est-ce qu'il y a un camarade ou un membre de votre équipe, un subordonné, qui vous a aussi influencé dans votre commandement et votre carrière? alors moi, je parle de lui, mon premier sous-officier adjoint,
Voilà, moi, je suis arrivé jeune lieutenant, on en reparlait, hein. Je Je suis crois qu'on arrivé est jeune tous marqués lieutenant, par ce voilà. premier Je suis arrivé jeune sous-officier. lieutenant dans un régiment. Je connaissais, enfin, si, j'avais fait Saint-Cyr, voilà, mais c'est un autre monde. Je connaissais pas la vie régimentaire. J'étais dans un régiment para, etc. Mon premier sous-officier, qui était un vieux sous-officier, un sergent-chef, etc., qui avait commencé comme simple soldat au régiment. On est parti ensemble. Notre première mission, c'était en Centrafrique. Donc pour Bangui, mais après il y a eu l'opération Almandin. Il m'a un peu tout appris de la vie, de que ça devait être un chef de section, etc. De ce qu'était la vie en Afrique, etc. Je me rappelle, on s'arrêtait dans les villages, on achetait à manger sur le truc, etc. Il me disait, si, il faut acheter des oignons, il faut acheter des trucs, c'est important dans le village, etc. Lui, il avait connu le feu comme première classe au Liban. Et donc, 20 ans après, il a reconnu le feu avec moi, etc. Donc, voilà, il m'a dit, mais moi aussi, j'ai attendu de nouveau ça toute ma vie, etc. Donc voilà, lui, il m'a un peu éduqué en tant que jeune lieutenant. Voilà, et puis moi, j'ai eu la chance de ma première mission, je l'ai faite, il y avait 5 sections, donc c'est 5 fois 30 bonhommes. Il n'y avait que des sous-officiers qui commandaient les sections. J'étais le seul officier, le seul jeune lieutenant, donc ils voulaient tous m'aider. Entre eux, ils se tiraient. Ils vous ont pas trop bahuté? Non, entre eux, ils se bahutaient entre eux, ils se tiraient la bourre, comme on dit, Vous entre pouvez eux. nous le dire, hein. Non, ils se Ça, tiraient la bourre ça ne entre eux, sortira mais pas j'étais le d'ici. seul lieutenant, donc et tous ils venaient me voir en me disant, mon lieutenant, si vous avez un problème, n'hésitez pas à me demander, parce qu'ils étaient 4 sous-officiers, il n'y avait qu'un seul officier, donc ils se tiraient un peu entre les pattes entre eux, mais moi, voilà, donc j'ai eu de la chance comme ça. Mais effectivement, le, 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 le premier chef de section, puis après, moi, j'ai eu de la chance, je suis resté toute ma carrière toute une grosse partie de ma carrière dans les paracolos, ce qui fait que moi, mon On est parachutiste de la coloniale, parachutiste de la coloniale, l'équipe des de troupes de marine. marine, voilà. Moi, les exemples, c'est j'ai fait les classes à un jeune qui, quand j'étais chef de corps, était mon chef de secrétariat poste de commandement, donc était adjudant-chef, donc avait fait toute sa carrière, qui était mon chef de secrétariat. J'avais un de mes chefs de groupe qui était caporal-chef, donc militaire du rang, qui a été ensuite mon président des lieutenants et qui a été un de mes commandants d'unité. Donc en fait, il y a toute une filiation On comme ça. retrouve, On retrouve voilà, dans certaines armes tout au long de la vie. pour ceux qui ne connaissent pas ce milieu, donc un lieutenant, il arrive à la tête d'une section, 30 bonhommes, et il a un adjoint, il commande jamais seul, on parle d'un binôme commandement. Et dans ce binôme de commandement, c'est un sous-officier adjoint, donc le SOA dont le général parlait à l'instant, un adjudant ou un sergent-chef qui va l'aider dans toutes ses tâches, c'est vraiment son binôme. Ça a été quoi le plus beau grade pour vous dans votre carrière? Je crois capitaine, commandant d'unité. En fait, ce que j'explique aux gens qui commandent leur compagnie en ce moment, quand vous commandez une compagnie, donc 150 hommes, donc 4 ou 5 sections, etc., vous connaissez tous les gens de votre compagnie. C'est-à-dire que vous entendez une intonation de voix, vous voyez une ombre passer, vous entendez un bruit de pas dans le couloir, vous savez qui c'est. Voilà, c'est 150 bonhommes, vous êtes avec eux tous les jours, tout le temps, vous partez en opération sur le terrain avec eux, vous les recevez dans votre bureau en permanence, etc. C'est voilà, commander sa compagnie, c'est vraiment le moment où la dernière fois où vous connaissez tout le monde. Après, vous êtes chef opération, vous êtes chef de corps, vous commandez 1000 hommes, 1200 hommes, vous en connaissez beaucoup, mais en Ah, fait, c'est des systèmes, là, en voilà, plus. il y a trop d'hommes, vous en connaissez certains très bien parce que vous avez été en opération avec eux, vous avez vu côtoyer comme ça, mais le dernier moment où vous pouvez vraiment, je vous dis, vous entendez les pas dans le couloir, vous savez qui c'est ce moment où vous êtes capitaine. Et puis, c'est aussi le premier moment où vous influez directement sur la carrière des gens. Quand vous êtes chef de section, vous en commandez 30, vous les commandez au quotidien, mais c'est pas vous qui allez décider dans Oui. quel stage il va partir, est-ce qu'on le fait passer au grade supérieur. Quand vous êtes capitaine commandant de compagnie, vous commandez ces 150, c'est là où vous dites, voilà, lui, on va le faire passer au grade supérieur, où vous défendez l'individu auprès du chef de corps qui commande le régiment. Voilà, c'est vraiment le moment où vous pouvez impulser sa carrière, décider pour lui, ce qu'on fait moins quand on est chef de section. Après, j'ai eu de la chance, tous les grades sont quand même intéressants, etc. Et moi, j'ai eu beaucoup de chance de partir beaucoup de fois en opération à un peu tous les grades. Donc ça, c'était plutôt ce que je recherchais. Que diriez-vous à un jeune civil qui hésite à s'engager dans les armées? Eh ben, il ne faut pas hésiter. Voilà. Alors, je ne lui dirais pas que c'est facile tous les jours mais c'est un métier extraordinaire et en fait, il va être amené à faire plein de choses complètement différentes. Voilà. Les gens pensent qu'un militaire, parce que c'est en treillis bariolé, bah, ça fait toujours la même mission. Non, en fait, c'est des dizaines et des dizaines de métiers différents. Moi, si je prends ma carrière, j'ai fait des tas de choses, mais complètement improbables, etc. Des trucs qu'on ne fait pas. Et même dans le civil, on reste
souvent un peu dans le même métier, etc. Dans l'armée, non, on change en permanence. Donc c'est un métier rude, mais qui est exaltant. Et puis vous avez, je pense qu'on retrouve pas partout, c'est la camaraderie. Voilà, il y a un vrai esprit de camaraderie. Effectivement, il y a un chef qui commande, il y a des adjoints, il y a des soldats qui obéissent, etc. Mais en fait, il y a une vraie camaraderie à tous les niveaux. Voilà, donc je leur dirais de s'engager. Et puis c'est pas oui, c'est rude, mais en fait, on peut avoir une vie de famille, on peut vivre normalement. Alors nous, on n'a pas de vacances, on a des permissions, donc, mais c'est la même chose, sauf on est toujours permis d'aller en vacances, mais on peut toujours être rappelé, etc. Mais voilà, il n'y a pas de, c'est pas la, alors je dis pas que la première année, elle est un peu difficile parce qu'on fait les classes, on apprend son Ouais. métier et qu'on n'est pas souvent là. En fait, après, Mais comme dans n'importe quel métier. oui, Moi, je connais plein de métiers. J'étais prof avant, la première année, on ramasse. C'est normal, voilà, on ben fait c'est que ça. ça. Et On y après, on pense la peut, nuit, on oui, mange, on pense qu'à ça. ce qui est Dans normal. l'armée, Et c'est après, pareil. en fait, on peut, d'ailleurs, enfin, il y a beaucoup, la très grande majorité des militaires sont en couple ou sont mariés ou sont pacsés. Enfin voilà, il n'y a pas de, voilà, ne pas croire que, alors il faut passer, je pense, la première année qui est l'année d'instruction, on est beaucoup pris, etc. Mais après, on peut très bien avoir une vie de famille, on a des vacances, on a des trucs, on part en voyage. Là-dessus, il y a pas de, là-dessus, il faut vraiment rassurer ceux qui se diraient, oui, mais être militaire, ça veut dire pas avoir une vie de famille, être jamais là, etc. Oui, c'est peut-être un peu vrai, mais c'est pas non plus la règle. Et puis voilà, on vit quand même bien. Quand vous êtes rentré des missions difficiles que vous avez évoquées dans votre famille, comment vous avez géré ça? Eh ben, d'abord, en fait, il faut retrouver sa place. C'est-à-dire que, alors moi, je suis marié depuis longtemps et j'ai 6 enfants, donc en fait, pour en avoir souvent parlé avec les épouses de militaires, quand votre mari part en opération, enfin, je me mets à la place des épouses, mais quand un mari part en opération ou une femme dans un couple part en opération, c'est un peu un trou noir. C'est-à-dire que les épouses, elles disent, OK, il part là et il sera de retour dans 4 mois ou dans 5 mois, donc elle a toute sa vie. Et en fait, elle cherche pas trop à savoir ce que vous faites quand vous êtes en opération, d'abord parce que c'est stressant pour une épouse. Et donc vous, quand vous revenez, il faut un peu faire abstraction de ce que vous avez vécu avant. Alors maintenant, c'est quand même bien fait parce que vous avez le SAS. Vous avez 3 4 jours où vous êtes mis ailleurs, vous avez le temps de redescendre parce qu'il y a des périodes où moi j'ai vu ça, les types ils accrochaient et le lendemain ils étaient dans l'avion Oui, et retour à la dans maison. les Donc bras de là, leur c'est quand même épouse. un peu compliqué. Parfois, maintenant il y a des SAS, etc. Et puis en fait, il faut surtout retrouver sa place dans la famille. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas arriver en disant, bon, c'est moi qui je rentre et en avant, on va faire comme ci, comme ça. Non, la famille, elle a fonctionné sans vous pendant X mois. Et donc, elle a pris des habitudes. Et donc, il faut tout doucement revenir. Moi, j'ai toujours fait ça, voilà, ne pas s'imposer, revenir tout doucement. Vous avez des enfants qui vous sautent dans les bras, d'autres qui ont un peu de mal avec vous. D'abord, qui veulent vous faire un peu payer le fait que vous étiez, surtout quand ils sont petits, que vous n'étiez pas là. Bah, il ne faut pas les forcer, il faut laisser du temps au temps, etc. Et ça revient naturellement. Si c'était à refaire, vous referiez exactement Je, la même chose? oui, si c'était à refaire, je pense que je referais la même chose. Alors moi, j'ai 6 enfants, aucun ne sera militaire. Donc je les ai pas Ah bon? poussés. Voilà, non, Pourquoi? non, je les ai pas poussés à prendre ce métier parce que effectivement, il y a quand même pas mal de contraintes. Et je pense que les petits, moins, mais les grands, ils m'ont vu souvent partir. Et donc, c'est pas forcément le métier qu'ils ont eu envie de faire. Voilà. Donc, Ou peut-être pour d'autres raisons, mais sans faire voilà. la Mais même non, si chose. c'était à refaire, je pense que je referais exactement la même chose. Parce que j'ai eu la chance d'avoir, moi, d'abord d'avoir fait ce que je voulais faire, je m'étais engagé pour ça et donc j'ai vraiment eu ce que je voulais faire et d'avoir eu une belle carrière. Je suis général, donc c'est plutôt pas Oui, mal. c'est pas mal. Quand on est jeune lieutenant, on pense pas à Il y a ça, eu mais des voilà, réussites. voilà, je finis général et je commande encore. Et là, je commande une brigade, enfin, je commande encore des hommes et des femmes directement, donc je suis plutôt un homme heureux. On a fait un épisode qui parle de famille et de militaires avec une conjointe de militaire. Je vous invite, je le mets en description. Elle raconte ce que c'est que de vivre avec un soldat qui part en mission, qui revient après 4 mois. Elle a eu plusieurs enfants et on parle cash dans cet épisode. Il n'y a pas de tabou pour tous ceux qui se posent des questions sur le fait de concilier la vie de couple et la vie de militaire. Bon, Gérald, merci beaucoup pour votre participation à ce podcast. Est-ce qu'il y a une devise que vous appréciez particulièrement dans les armées et qui pourrait être le mot de la fin? Alors, c'est la devise qu'ont tous les chefs de corps du 8e RPMA qui est volontaire, qui est la devise du régiment. Voilà, il n'y a pas de souci. Et puis moi, ma devise, elle est marquée derrière, c'est en avant. Voilà, il n'y a pas d'état d'âme à avoir. En avant, on y va et tout va bien se passer. Donc si vous voulez
suivre cette devise du général, je vous donne rendez-vous sur la page s'engager.fr. Là-dessus, si vous avez des doutes, si vous ne savez pas encore où vous engager, dans quelle arme, ou si même vous voulez vous engager, vous pouvez parler à des soldats de tout grade, de tout rang, de tout âge, sur le programme Ambassadeur. Je vous mets les liens en description. Bon, Gérald, merci beaucoup. On a pour tradition de terminer le podcast avec l'échange de patch. Donc, je vous donne le mien. Moi, je donne bien celui de la brigade. Moi qui ne suis pas légionnaire, qui suis colo, c'est quand même toujours sympa d'avoir la on a flamme des de la bonnes Légion. relations, généralement, les légionnaires et les colos. Merci beaucoup, mon Gérald. Merci beaucoup. Armée de terre, peux-tu le faire? Pour le savoir, s'engager.fr. L'armée de terre recrute 16 000 soldats et 5 000 réservistes par an et forme à plus de 100 métiers.